Bienvenue les amis dans MVP, une émission qui commence très bien parce que j'ai une équipe de chroniqueurs qui fait les chœurs. Et ça c'est très agréable. MVP. C'est très agréable, merci. Je vais vous les présenter dans un instant. MVP, votre magazine sur Twitch qui en fait explore les voies professionnelles pour donner des idées à ceux qui sont là, ce qu'ils veulent faire plus tard, si vous êtes au collège, au lycée, en études supérieures, ou ceux qui veulent peut-être changer de voie, se réorienter si vous travaillez déjà. Et c'est pas le nirvana et vous vous dites pourquoi pas autre chose, pourquoi pas. Et c'est ma chronique, on verra tout à l'heure. Exactement. Et donc c'est ça qu'on fait. Et à chaque émission, on explore une nouvelle voie, un nouveau métier, un nouveau secteur. La dernière fois, c'était les métiers de la mort, un thème assez réjouissant. On a beaucoup ri, puisqu'on parlait des métiers autour de la Toussaint, on a beaucoup ri. Cette fois, un MVP consacré au métier de l'eau, voilà. Ce qui nous permettra de parler de ces métiers liés à l'eau, de parler aussi de la préservation de cette ressource essentielle à la vie qui est menacée, vous le savez, en quantité, en qualité, c'est un vrai sujet essentiel. Donc cette émission, où on va parler de travail, poste, emploi, va nous permettre aussi d'évoquer cette question. Voilà. Vous vous rappelez ce qu'avait dit un grand homme il y a quelques années, oui, l'eau, d'ici 20 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus, exactement. JCVD, Il avait eu raison avant tout le monde. Les chroniqueurs et choristes de cette émission, je vous les présente. Pour la première fois dans MVP, Luciole. Ouais. Bienvenue. Ça va, Luciole? Eh ben, ça va être on quoi ne se quitte plus puisqu'on était ensemble dans Time Out il n'y a pas longtemps. C'était très agréable. Ouais. Et on avait parlé à l'occasion de ce Time Out, en fait, de ton combat, parce que toi, tu es très lié à la mer et aux océans. Exactement. Voilà. Et tu fais partie d'une association aussi qui s'appelle Aileron, je crois. Oui. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, comment on présente Luciole, créatrice de contenu? C'est ça, créatrice de contenu. Alors, c'est vrai que la plupart de mon contenu est pas mal axé sur l'océan, alors du moins pendant les périodes d'été. Je te vois beaucoup naviguer. Voilà, c'est ce que je disais, là, la période se ferme, on arrive en hiver, donc il y a un petit peu moins de bateaux, un petit peu moins de navigation. Même s'il y a une grande course qui a démarré il n'y a pas longtemps. Là. Le Vendée Globe qui a démarré ce week-end, j'y étais. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'avec Aileron, on fait surtout des expéditions scientifiques. C'est en partie une association de biologistes marins. Et on est une association qui va sensibiliser sensibiliser, on va dire, pour la protection des requins. D'où Aileron. Voilà. Requins et raies de Méditerranée, parce que c'est la même famille, les requins et les raies. Mais pas seulement, j'ai envie de dire qu'on sensibilise de manière générale à la fragilité des océans, aux espèces qu'on y trouve, surtout en Méditerranée. C'est beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire. Souvent, les gens ne savent même pas qu'il y a des requins, d'ailleurs, en Méditerranée, de manière générale. Donc, on est là, voilà, pour montrer ça et pour faire, évidemment, de la recherche, de la sensibilisation, mais aussi de la préservation. D'où ta présence ici. Sur les plateformes où tu proposes des choses, c'est toujours en lien avec la mer et les océans? Non. Hein. Oui, pas toujours. Il y a d'autres choses. Hein. Voilà, surtout que, comme je disais, on a des périodes de l'année plus ou moins propices, surtout pendant les périodes de reproduction, etc. Mais quand on sort de ces zones-là... des raies et des requins. Voilà, des raies et des requins. Quand on sort de ces zones-là, donc c'est le cas en hiver, on ne part pas en expédition ni rien. Dans ces cas-là, je change un petit peu de contenu. Mais et là, tu nous emmènes vers quoi, alors? Alors, moi, je fais pas mal de voyages, divertissements. Quelle chance. Voilà, un peu du vlog, beaucoup de vlogs, un peu d'aventure, etc. Donc, bienvenue, voilà, Luciole, on est très heureux de t'avoir avec nous. Voilà, et Luciole nous a proposé et préparé une petite chronique pour tout à l'heure. Je ne salue pas notre chroniqueuse Margot parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle n'est pas arrivée. Voilà, elle nous rejoint en train et je crois qu'il y a eu un malaise de voyageur dans son train. Pas de chance. Voilà. J'espère que le voyageur va bien, va mieux. Et puis Margot va nous rejoindre. Là, elle est en train de courir à travers Paris avec sa petite valise. Un duplex. Oui, grave. Le taxi moto. Margot. Margot qui est diplômée en transition écologique et étudiante à AgroParisTech en master sciences de l'eau de l'agriculture. Donc elle aussi, elle est très au fait de tous ces sujets. Et Ludovic B, notre pilier qui est présent à chaque émission. Comment ça va, Ludo? Évidemment, ça va super, très très bien. Je trouve que cette nouvelle coupe te va ravir. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Alors, le chat, s'il vous plaît. Voilà. On note sur 10 ma coupe de cheveux. Écoute, ça te rajeunit, je cherche, ça te sublime.
Voilà. Ouais. Tu féliciteras l'auteur de cette coupe. On n'est pas loin l'un de l'autre sur la coupe de cheveux. En termes si je coupe un peu plus court, je te rejoins. Hein. J'aimerais avoir ta matière. Je vois du validé, je vois du BG, je vois du waouh, je vois du 11 sur 10. Oh là là, c'est magnifique. C'est validé. Merci à tous. Donc Ludo qui chaque émission nous propose bien de découvrir un métier. Est-ce qu'on peut teaser un petit peu Ludo ou pas? Ça va parler effectivement eau et surtout mer. Ça va te parler. Mer, océan. Ouais. Voilà. Les voiles. Bon là vraiment. On sait plus ou moins. Moi j'ai le truc. On sait plus ou moins de quoi on parle. Je l'ai. Tout à fait. Je pense que ça va te plaire. Avant de commencer, merci à Veolia, le groupe spécialiste notamment de la gestion de l'eau, dont nous recevrons d'ailleurs la directrice générale tout à l'heure. Quant à l'invité MVP cette semaine, nous recevrons à la fin de cette émission le créateur de contenu Henri Tran, que vous connaissez sûrement, qui nous parlera de son parcours qui ne fut pas toujours un long fleuve tranquille. Émission sur l'eau, long fleuve tranquille, vous l'avez? Très bien ça. Pas mal. Je suis chaud, hein. C'est de moi. Un petit jeu pour se mettre en place, en jambes plutôt, les deux. Oui. Les deux, ça s'appelle À la une. MVP. Mais c'est chroniqueur / choriste, mais c'est génial ça. On fait les bacs, c'est comme vraiment c'est top ça. Mais j'aime bien ce petit. Tout à fait, on est là, regarde. Ce MVP 2.0 avec des cœurs. On est là. Alors, à la une, Luciole, je ne sais pas si tu connais le principe du jeu, c'est un petit jeu pour chauffer un petit peu. C'est une histoire d'actualité, c'est une question d'actualité. En fait, il faut trouver la chute de l'histoire. Okay. À cette histoire d'actualité que je vais vous raconter, qui est assez mignonne. Et le gagnant, la gagnante. Alors, normalement, Margot aurait dû jouer, mais elle n'est pas là. Donc, il n'y a que 2 compétiteurs. Voilà. Vous jouez dans le chat aussi. Il gagne non pas un chèque. Non, vrai que ça mais la personne qui part de la Star Academy la semaine prochaine. C'est écrit dans l'enveloppe. C'est Maître Nadjar qui il gagne un bonus, un indice pour un autre jeu tout à l'heure, Guess the Guest, où il sera question de découvrir la profession de notre invité mystère. Ce sera assez rigolo. Voilà. Et celui qui gagne ce jeu Guess the Guest, eh bien, il devient l'invité de la semaine. Julien Méniel qui était ma photo. Et on rappelle, en je ne sais pas combien d'émissions, je n'ai jamais eu ma photo là-bas. Je n'ai jamais trouvé. Alors qu'il est là à chaque fois. C'est le running gag. Ça n'est jamais arrivé. C'est drôle, j'ai croisé Jean Massier hier matin, et Jean me dit Sam, je suis triste, je ne suis plus MVP de ton émission. Et là, on était sur un autre concept, on parlait de politique tous les deux. Je dis MVP, il me dit oui, mais si, mais c'est vrai qu'à une époque, je t'invitais souvent sur ma chaîne, mais t'étais un peu mon MVP, c'est vrai, mais tu sais, je voyais pas. Mais si, MVP dans. Ah oui, MVP. Jean a été là. Oui, il était là en employé de la semaine, bien sûr. On a eu plein de gens. On n'a pas eu. Il y avait Simon aussi. Simon Puech. Qui a été. Le premier. Ouais, qui a été premier MVP. Ouais. Il y a eu plein de gens. Je sais plus, on en est à la 800e émission en même temps. Il y a peut-être eu Mimi Hegel aussi. Oui, je crois aussi, il y a eu Mimi. Mais jamais toi. Jamais pas moi. Encore. Jamais moi. Donc, jamais statistiquement, oui, normalement. C'est toi. Statistiquement, c'est toi. J'y crois, franchement. T'as toutes tes chances. Je vois des jeux de mots incroyables. Là. Je pense que l'eau vous inspire beaucoup. Ok, très bien. Ça coule de source. Oui, ça coule de source, tout ça. Alors, mon histoire d'actu. N'hésitez pas. Il y a quelques semaines, dans cette émission, on parlait d'un distributeur automatique un peu original. Je pense que Ludo, tu t'en souviens. De bouquets de fleurs. Oui, je m'en souviens. Automatique de bouquets de fleurs. C'est encore une histoire de distributeur automatique. Ah, purée. Cette fois, on va du côté de Chauvigny en Nouvelle-Aquitaine. Tout le monde sait que Chauvigny est en Nouvelle-Aquitaine. Évidemment. Bien sûr. Et un distributeur automatique un peu particulier a été installé. Okay. Voilà. À votre avis, que propose ce distributeur? Il faut qu'ils arrêtent avec les distributeurs. Alors, moi, j'adore les distributeurs. Pour pas mal bouger en France, je vois souvent des trucs régionaux avec des produits régionaux. Donc parfois, c'est du fromage, parfois, c'est genre une flamencouche, parfois, c'est des trucs comme ça. Est-ce que c'est le cas? Le problème, c'est que je n'ai aucune ref des spécialités de Nouvelle-Aquitaine. Déjà, est-ce que c'est un truc régional? Non. Pas du tout. Du coup, on part pas là-dessus. Je vois le chat, je vois... Ah ben non, il faut pas que je regarde le chat d'ailleurs. Non, mais... oui, j'avoue, Eh oui, évidemment, s'ils ont la réponse. Donc ceux qui étaient partis sur pâté, alors, est-ce que ça se mange? Fromage, non, parce que je réponds à ta question, Ludo, ça ne se mange pas. Enfin, je conseille de ne pas le manger. Ça s'ingère, comme les machines à coudre. Ça ne s'ingère pas. Cette blague est très vieille. Cette blague est très vieille. Ça s'ingère comme les machines à coudre. Oui, c'est une blague très vieille. En fait, c'est une marque de machine à coudre. S'ingère. Mais c'est une vieille marque. Donc là, il faut être d'une certaine génération dont tu n'es pas. Qui s'appelle Singer. S-I-N-G-E-R. Ah ouais, c'est une blague de vieux. Le chat, ils doivent l'avoir. J'aurais jamais deviné cette rêve. C'est une blague de vieux. Est-ce que moi, j'ai déjà vu des distributeurs de fossiles? De fossiles? Attends, quel fossile? Des fossiles, ou fossile, le truc vieux qui est bloqué dans la roche? J'ai cru que c'était un distributeur de personnes âgées, ce qui était hyper étrange. Non, de fossiles, genre de make-up, quoi.
Ah, genre, t'as déjà vu ça? Ouais, il y a une fille qui avait lancé ça, ouais. Trop mignon. Il me faut des fossiles, quoi. Exactement, ouais, c'est rigolo, ouais. C'est un marché quand même. C'est très niche. C'est très niche. Est-ce que c'est ça, déjà? Mais sinon, est-ce que c'est un vêtement? Est-ce que c'est un rapport avec les vêtements? Est-ce qu'on le porte? Non. Sur nous? Non. Est-ce que... attends. Est-ce que c'est pour... Attendez, on me dit que j'ai reçu un raid, parce que ça grisait... Ah, de Ici Japon Corp. Ici nos Japon. amis Ici Japon Corp, vous savez. Tout à fait. Donc, jolie chaîne depuis le Japon. Et puis, une chaîne sur laquelle on travaille beaucoup sur ce projet de musée du jeu vidéo. Si oui, tout à fait, bien sûr. Que je suis avec beaucoup d'attention. Ouais, exactement. Bienvenue Ici Japon Corp. Merci, bienvenue sur MVP. Ouais. Vous savez que moi, ce projet de musée du jeu vidéo qui doit naître en France dans pas très très longtemps, là, qui semble bien parti. En vrai, moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt. Je suis pas seul et j'espère que ça avance bien de votre côté. Donc, ça se porte pas, ça se mange pas. Alors, ça s'offre. Ça se s'offre. Ça se offre. Ça, on peut le. Pas vraiment. Est-ce que c'est à usage unique? Ah ouais, carrément. Ouais. Bah, attends. Attends, pour que ce soit un peu. Bah, je pense à des trucs, mais qui existent déjà, tu vois, genre les préservatifs. Voilà, évidemment, mais ça existe. Non. Les préservatifs, c'est à usage unique? Alors oui, sache-le, évidemment, je te conseille de ne pas trop les laver et les remettre. Voilà. Est-ce que... Mais attends, parce qu'il a fait un... Alors non, genre ça a un rapport. C'est à usage unique, faut le... Non, mais c'est un rapport avec les préservatifs. Non, mais il faut l'utiliser très vite, quoi. Ça, il faut l'utiliser très vite. Il y a une DLC très courte. Il y a une DLC très courte. Quoi? Et ça se mange pas? Ça se mange pas. C'est encore des fleurs. Est-ce que c'est de l'hygiène? Non. Est-ce que c'est mignon parce que vous brûlez pas du tout, quoi. On se le met sur nous, quelque part? Vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Ah, c'est un truc qui brûle. Pas qui brûle. Mais un truc acide. Non, c'est pas acide. Ok. On peut mourir si on l'avale? Mais ouais. Oui. Ah oui, carrément. Quoi? Ah, faut pas l'avaler, ouais. Des distributeurs d'uranium? Non. C'est quoi le délire? Non. Alors c'est gros comme distributeur, c'est gros comme installation. Ah, et le truc qu'on reçoit, c'est gros aussi ou oui. Pas? Oui, gros comment? Alors attends, dis-moi. Ça dépend de tes besoins, mais gros comment? Faut genre le chat là, l'a trouvé. Est-ce que c'est de l'essence, des bidons d'essence? Parce qu'ils ont rentré Nouvelle-Aquitaine et distributeurs, ils ont trouvé. C'est facile. Internet ne parle que de ça, évidemment. Non, des bidons d'essence, ça se réutilise. Ouais, c'est pas de l'essence. Oui, ça se pompe à essence, au final. Oui, c'est ça. Un distributeur d'essence. Je donne un indice, faut venir avec un camion ou une camionnette pour emporter le truc, quoi. C'est vrai? Ouais. C'est lourd. C'est lourd, ouais. Ça fait combien de... Est-ce qu'on parle de plus de 100 kilos? Ouais. Quoi? Souvent, ouais. Mais des cailloux? Des distributeurs de roches? Ça brûle? Ah, de sacs de sable pour les inondations. Oh, on approche. De gravier? On y est. C'est pas du gravier, c'est pas du... Du béton. Des blocs de béton. Distributeur de béton? De béton. Bravo. Bravo. T'as des gars Mais quoi? Mais comment tu fais un distributeur de béton? Moi, je suis allé voir l'article, je suis allé voir les images que je voulais. Mais comment ça? Mais ça s'adresse pas à monsieur tout le monde. Bah, si, c'est-à-dire qu'en fait. Mais j'ai pas besoin de béton dans ma vie. Ces gars, je crois que d'après l'histoire que j'ai vue. En sortant de la gare. En fait, ils avaient une entreprise de BTP. D'accord. Ouais. Et en fait, sur plein de chantiers dans la région, ils avaient besoin de béton tout le temps. Sauf que le mec qui fabriquait du béton était super loin. Okay. Or, le béton, d'abord, il en faut beaucoup dans le BTP. Et en plus, ça sèche très vite. Ah oui, c'est très gros, d'accord. Donc, regarde, tu vois, donc en fait, les gars, ils ont créé leur distributeur automatique de béton. C'est-à-dire que tu viens vraiment avec ta carte bleue, quoi, ok? Ok. Du coup, c'était pour eux, mais c'était aussi pour tout le monde. Du coup, il y a plein d'entreprises de BTP du coin qui l'ont utilisé. Et n'importe quel particulier qui fait des travaux sur sa terrasse, il peut venir. Alors, il faut juste qu'il vient avec son camion et après, il faut utiliser le béton. C'est pour ça que je disais périssable dans un délai de 3 à 5 heures. Bien sûr. Ouais. On était très loin des préservatifs quand même. Ah ouais, on n'était pas du tout sur la piste. En même temps, le côté périssable, c'est vrai que le béton te vient pas direct. Et oui, périssable. On coule pas une chape de béton tous les matins. Ça, mais ça s'adresse quand même à des gens qui sont un peu professionnels. Parce que, après, il y a des particuliers qui bricolent pas mal. Oui, mais t'as vu le distributeur comment c'est foutu là, avec le tapis et le truc qui c'est vraiment, faut connaître. Tu viens pas avec ton kangou pour prendre un seau de béton, quoi. Je vais même vous donner le prix, pour ceux qui sont intéressés, 40 € pour 150 litres de béton. Voilà. Alors, je t'avoue, je ne sais pas si c'est cher ou pas cher, parce que je ne connais pas tellement le cours du béton. 150 litres. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, l'un des avantages, c'est qu'en fait, souvent, le béton, c'est à partir de plutôt de 200-250 litres. Et en fait, lui, il propose des petites quantités. Et justement, pour les particuliers qui font des, entre guillemets, trucs chez eux, genre couler une dalle, refaire une terrasse, qui ont besoin d'un peu de béton, 40 balles, et hop, tu as 150 litres de béton, il faut juste louer la camionnette qui va bien, etc. Oui, il faut louer quand même le camion toupie, quoi. C'est pas mal, on sait quoi? Bah écoute, c'est pas mal. Luciole, c'est très bien. Tu as gagné l'indice.
Alors, tu peux le lire maintenant. Tu peux le lire maintenant si tu veux. Voilà. Alors, ne le dis à personne. Sache que les indices ont toujours perdu tout le monde depuis le début de l'émission. En fait, c'est bizarre, c'est des indices qui servent à rien. Voilà, il n'y en a jamais eu un qui aide. Faut pas que tu le dises, c'est pour toi. C'est pas forcément. Ok. On me dit dans l'oreillette, si, c'est pas vrai. Réfléchir. Donc, ça, c'est le potentiel. Enfin, c'est l'indice sur le potentiel métier. Oui. De la personne, de l'invité de la semaine. Okay. C'est ça, tout à l'heure. Oui. Voilà. Je peux. Donc, distributeur automatique de béton, utile pour l'entreprise de BTP, pour les particuliers. Évidemment, le chat n'a pas manqué de dire que pour les bandits aussi. Ben oui, pour couler les bottes de béton, là, et après tu les jettes dans la rivière. Les gens. Voilà. Pratique. Pour la mafia. Pratique. Voire même, tu mets la personne directement dans le distributeur. C'est quand même beaucoup plus simple. Il y a un gars qui vient la nuit discrètement chercher ses 2-3 litres de béton. J'y avais pas pensé, mais oui. Louche. L'idée du distributeur me laisse de marbre, dit-on dans le chat. Bien joué. Les amis, c'est parti pour la Big Presse. C'est Luciole qui va s'y coller. Luciole connaît très bien l'univers des mers, des océans. On en a parlé avec elle tout à l'heure. Puisque c'est un dauphin, d'ailleurs. C'est bien que tu le dises aujourd'hui. J'aimerais l'imiter, mais je ne sais pas imiter le dauphin. T'es sûr ? Ah, pas mal. Ça va ? C'est pas mal. Une note sur 10 ? Et un corbeau. Je sais pas quel était le. Je crois que la marmotte fait ça aussi. Je pense que si un dauphin et une marmotte. Non, pas du tout. Je suis sur un appel de poule. Moi, je fais ça très bien. Je serais incapable de faire ça. Allez, vas-y, fais-le. Et c'est un petit coup. On veut voir Samuel faire un dauphin. Le chat. Je suis sûr que le chat, ça fait quoi le dauphin ? Ça fait quoi le dauphin ? Il y a eu le dauphin dans notre jeunesse là. Ça fait flipper. Je trouve que c'est pas mal. C'est le plus vieux de tous les dauphins, ça. Le dauphin. T'as pas la ref. Moi, j'ai flipper. J'ai pas Oum. Non, Allez. On a tous les clips. Ils ont tous le doigt pour faire le clip là. Comment ça fait le dauphin, le chat ? Ça va être dur. Faites-le moi, écrivez-le-moi. Mais je pense, c'est à peu près ça. Faut dire i quoi, ouais. Oh, quelqu'un me l'a fait à l'oreillette. Ah ouais ? Ah ben voilà, reproduis ce son. Non, j'ai l'impression que je m'étouffe. Allez, à vos clips. J'ai l'impression que je m'étouffe. Ça, c'est un dauphin qu'il faut vite soigner. Non, j'ai l'impression que je m'étouffe. Bon, ça va pas du tout. Donc, Luciole nous fait la presse et grâce à toi, on va se pencher sur la transition écologique des métiers marins. Car les métiers liés à la mer, eux aussi, bien sûr, sont concernés par la transition écologique. Exactement, ils évoluent. Parce qu'il faut évoluer avec son temps. Et moi, je vais vous parler des métiers. Alors, il y en a beaucoup, attention, la liste est très longue. Des métiers autour de l'océan. Mais tant mieux, parce que du coup, ça va nous permettre aussi de présenter tous ces métiers. Exactement. Ça va peut-être donner des idées à certains. Regarde comme c'est beau. C'est moi sur un bateau. La classe, en vrai. Alors, en parlant de bateau, c'est ma petite intro. Ce week-end, j'étais au Vendée Globe. Ah, ça alors. Eh oui, Vendée Globe, c'est la course en solitaire. Il y avait un monde fou. La plus impressionnante. Ouais. Il y avait énormément de monde. On était sur 400 000 personnes par jour. Je rappelle que les gens attendaient ça depuis 8 ans, parce que l'édition sous Covid, c'est tous les 4 ans. Dernière édition sous Covid, les gens n'avaient pas pu venir. Et je rappelle cette année, c'était la fête. Je rappelle aussi que c'est le Vendée Globe et pas le Vendée Exactement, Globe. Vendée comme la région. Enfin, la région et pas Vendée les actions aussi. C'est non ça. Plus. Mais Vendée Globe. Alors moi, ce week-end, j'étais plus précisément avec l'équipe de Fabrice Amédéo. Alors Fabrice Amédéo, il a un bateau un peu spécial. Il a un peu un bateau... on va dire laboratoire. Ah ouais ? Il a installé sur son bateau... Mais il participe à la course. Exactement. Et il fait ça en plus. Voilà, donc en fait, sur 40 bateaux, il y en a plusieurs qui ont un peu des volontés écologiques, dont le bateau de Fabrice Amédéo, qui a installé en fait des capteurs océanographiques qui vont permettre de collecter des données en mer pour aider les scientifiques à mieux comprendre l'impact et les conséquences du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre sur les océans. Trop stylé. Alors parmi le matériel, il y en a pas mal. Il y a ce qu'on appelle de l'ADN environnemental. Alors c'est des capteurs et des collecteurs d'ADN environnemental. C'est quoi l'ADN environnemental ? Alors normalement, on a des petites vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, il faut savoir que c'est une révolution, parce que c'est très récent. Et en gros, c'est une invention pour essayer de vous le vulgariser. Alors ça, c'est avec Aileron. On fait aussi de l'ADN environnemental. Donc, pour essayer de vous le vulgariser bien, c'est comme une espèce de passoire qui va récupérer en fait dans l'océan plein de mucus. Voilà, donc c'est de l'ADN, donc ça va être des sécrétions, etc. Et ça va nous permettre... se mouchent. Voilà, c'est de la mort de poisson, par exemple. Quand ils sont enrhumés. Quand les poissons se mouchent, ça fait du mucus. Exactement, donc c'est le filtre là qu'on voit bien. Je l'ai. Et qu'on va utiliser. Donc ça, il suffit de le mettre dans l'eau. Donc, vous pouvez le mettre dans l'eau pendant un certain temps. Donc Fabrice, par exemple, pendant 3 mois, il va en récolter sous son bateau. Donc, voilà, après, chacun fait comme il veut. Nous, parfois, on le met le matin, on le met pendant la nuit, on le met... voilà, peu importe. Et ça va récolter
des informations, ça va récolter ce mucus et ça va permettre en tout cas de capter la présence ou l'absence d'espèces rares ou en voie de disparition, mais aussi de détecter les espèces invasives et autres pathogènes. Wow. Donc ça va du virus jusqu'aux baleines, ça détecte tout ce qui passe. Ah oui, pas la même taille. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de radar, quoi. C'est comme une caméra de surveillance. Génial. Donc ça lui permet de dire qu'à un endroit donné, à un instant donné, il y a eu telles espèces. Exactement. Okay. Ce qui est hyper important, c'est qu'avec le Vendée Globe, alors ils font un tour du monde, et ils vont dans des zones où les scientifiques ne peuvent pas aller. C'est vrai que nous, avec Aileron, on va en Méditerranée, par exemple, mais on va pas au fin fond de l'océan. On va pas au point Nemo, quoi. Voilà, c'est ça. Le fameux point Nemo, qui est le point le plus isolé de toutes les terres possible. Autour, Voilà, c'est là où le point Nemo. Le point Nemo. Ouais. J'ai une question du chat sur le mucus. Est-ce que c'est un rapport avec Elon Mucus? Le fameux. Non, je crois pas. Non. Non. Après, voilà, si Elon Mucus veut financer des trucs, il pourrait. Non, c'est non. Mais non, ça n'a malheureusement rien à voir. On est parti encore sur le tour de la blague dans cette émission, ça va être. Mais j'aime bien. Allons sur les jeux de mots s'ils arrivent à trouver des jeux de mots. C'est validé. Avec l'ADN, mais bref, voilà, donc c'est une belle avancée. Bravo à lui parce qu'il fait ça en plus de la course, quoi. Exactement, bravo à lui et c'est super et c'est un bel exemple du coup de transition et surtout d'adaptation, on va dire, avec les besoins qu'on a aujourd'hui en termes de recherche et en termes de protection des océans. Mais par contre, il récupère l'eau, il y a une hauteur, il y a un truc comme ça, comment ça se passe? Alors, normalement, les filtres d'ADN environnemental, c'est vraiment, nous, on le met vraiment sous le bateau. C'est-à-dire que c'est pas nécessité à être extrêmement profond. Après, lui, il a une autre balise qu'il a emmenée sur son bateau, qui est un projet de l'UNESCO, où c'est une balise qui va aller beaucoup plus en profondeur et qui va récolter aussi plein d'informations et qui va remonter à chaque fois pour renvoyer les infos, parce qu'elle peut pas envoyer les informations d'en bas, quoi. Elle a pas de Wi-Fi, quoi. Elle a pas le Bluetooth à une certaine profondeur. Incroyable. Voilà, donc il y a différents types de projets sur son bateau. Si ça vous intéresse, vous pouvez creuser sur son site internet. Mais voilà, c'est fascinant et surtout nécessaire aujourd'hui. C'est super qu'il fasse ça. Surtout que voilà, il y a des zones pas accessibles aux scientifiques, donc c'est une grosse aide. Et de manière plus générale, que ce soit dans le sport ou dans les métiers, parce que là c'est plus du sport et de la performance, mais dans tous les métiers qui touchent un petit peu à l'océan, c'est aujourd'hui indispensable de s'intéresser un minimum à l'environnement, à la protection des océans, à la protection des espèces. Voilà, c'est indispensable. Les océans couvrent plus de 70% de la surface de la Terre. Ouais. On ne peut pas les ignorer. Ça ne s'appelle pas la planète bleue pour rien. Et les océans absorbent 25 à 30% des émissions relatives à l'activité humaine et 90% de la chaleur excédente, ce qui entraîne leur acidification et perturbe donc les écosystèmes marins. Voilà, donc ça a un impact direct, c'est complètement lié. Le réchauffement climatique, les océans, même par rapport à l'oxygène qu'on respire, les deux sont liés. Donc on est obligé d'y prêter un tout petit peu d'attention. C'est comme les forêts. Un petit peu beaucoup même. Hein. Voilà, exactement. Ouais. On peut pas... voilà. Alors là, on a Jacques-Yves Cousteau. Alors, déjà, on embrasse. Non, voilà. Le King, ouais. Alors, pourquoi Jacques-Yves Cousteau? Parce que déjà, il est français. Et j'estime que les Français, on est quand même, historiquement, des très bons élèves en termes de biologie marine et de protection. Alors, Jacques-Yves Cousteau, qu'est-ce qu'il a inventé? Vous savez ce qu'il a inventé? Il a inventé la bouteille d'oxygène pour aller sous l'eau. Exactement. Le détendeur. Voilà, donc il a un peu inventé le scaphandrier portable, on va dire, moderne. Donc on lui doit beaucoup et en fait, la plongée de manière générale a énormément contribué à la protection et à l'observation des espèces. Ça permet d'aller les observer au plus proche, ça permet d'observer les écosystèmes tout en étant respectueux. Ça a énormément, servi aux biologistes marins ces dernières années. Voilà, donc les Français là-dessus, on est un petit peu... on peut être fiers de ça. En plus, on a une façade maritime parmi les plus grandes au monde. Hein, complètement, oui. De tous les territoires d'outre-mer. Exactement. Exactement. Ouais. On a des super écoles de biologie marine. On est vraiment... C'est simple, dès que vous voyagez dans le monde, vous allez dans un club de plongée, c'est des Français. Voilà. J'adore parce que le chat est plein d'anecdotes et pas que des blagues. Le scaphandre moderne, grâce à son passage dans l'armée en tant que mécano, et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée. On me dit que Jacques-Yves, c'est ça, il a aussi inventé le cousteau suisse, par ailleurs. Et le cousteau de cuisine aussi. Le cousteau de cuisine. J'ai lu dans le chat, tout à fait. Je vois qu'on a les mêmes sources. Très bien. Oui, bien sûr. Le chat est en forme aujourd'hui. Bravo, monsieur Cousteau. Pour tout ça. Donc voilà, on est censé être des bons élèves. Malheureusement, on n'est pas des si bons élèves que ça. On est même très mauvais élèves, en particulier sur l'industrie de la pêche. Voilà, ça c'est un gros sujet. Je pense que c'est un des sujets sur lequel il faut absolument
faire une transition. En l'occurrence, le plus grand chalutier du monde. Vous savez ce que c'est qu'un chalutier ? Oui, tout à fait. C'est un bateau. Alors normalement, avec on a des petites photos. Un immense filet conique qui va récupérer des espèces. Donc le plus grand, exactement, tout ce qu'il trouve. Une catastrophe écologique. Donc le plus grand chalutier du monde, il est en France, les amis, et il est à Saint-Malo. Ah oui ? Et il récupère de la mer dans tout ce qu'il peut trouver pour faire des surimi. Ah, le plus grand chalutier de France, il est à nous ? Il est exploité par nous en ce moment, en tout cas, à Saint-Malo. Enfin, nous, pas nous trois, attention. Voilà, oui. Moi, je suis pas dedans. Moi. J'ai jamais vu. Sur mon jour off. Voilà, donc c'est une catastrophe. Le surimi, c'est un peu comme les nuggets, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans. Il n'y a pas de crabe. Voilà, qu'on se le dise maintenant, le surimi, c'est pas du crabe. Non, c'est des déchets de poisson, en fait, je crois. Exactement, c'est vraiment ce qu'ils trouvent. C'est une espèce de pâte. Ouais, c'est ça, ils en font une pâte, ils enlèvent tout le goût de la pâte, et après, avec du mucus de poisson. Avec des arômes artificiels, ils lui redonnent un goût. Tout, des trucs de poisson. Franchement, on n'a même pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il n'y a pas de crabe. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc voilà, le surimi, c'est vraiment catastrophique. Et là-dessus, c'est nous qui le faisons. On est très consommateurs de ça, malheureusement. Donc ça, transition indispensable, urgente sur ces sujets-là. Donc les pêcheurs et les entreprises de pêche doivent adopter des pratiques durables, comme la pêche sélective, les quotas de capture, l'utilisation de méthodes moins invasives et la certification de la pêche responsable. Il y en a aujourd'hui, il y a plein de pêcheurs qui font vraiment attention. C'est fou ce que tu dis, parce que ce matin dans la revue de presse, il y avait une pleine page dans Libération sur les bonnes pratiques des pêcheurs de coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc, et uniquement là, qui depuis les années 70 en fait, ont pris conscience de tous ces sujets-là. L'initiative de ce genre de choses. Et en fait, ont vu que ils étaient en train de prendre toutes les coquilles Saint-Jacques et en fait, ça allait disparaître. Et en fait, ils se sont auto-limités avec des quotas, avec des jours de pêche, avec des heures de pêche, avec des filets, avec des mailles plus grandes. Et aujourd'hui, eh bien, la faune, je ne sais pas si on dit ça, de coquilles Saint-Jacques, c'est reconstitué. Et en fait, maintenant, c'est très encadré. Et ce sont les pêcheurs qui l'ont fait. C'est pas venu du politique ou de l'administration. Parce que moi, à partir du moment où... Donc c'est possible. Super exemple. C'est complètement possible. Est-ce que c'est les pêcheurs entre eux qui doivent aussi prendre conscience de ça et eux-mêmes fixer des quotas comme ça a été fait? Je trouve que c'est une initiative super. Ou est-ce que ça doit passer par justement l'État, l'Europe, etc. Tu vois, Pêche responsable, ça j'aime bien ce commentaire de Alicia Mistidet, pêche responsable, mais aussi consommation responsable. Bien sûr. Parce qu'en fait, ça pêche s'il y a un marché. Donc si vous consommez pas des produits qui sont problématiques, on va pas aller les pêcher. C'est ça. Et c'est vrai que, alors c'est toujours, moi je suis jamais du genre à blâmer le consommateur, mais c'est surtout des habitudes, on va dire, des réflexes et peut-être des prises de conscience. Là, on l'a vu il y a pas longtemps avec les boîtes de thon riches en mercure. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette info où les gens peux en faire des thermomètres avec. Voilà, où les gens ont un peu paniqué. Voilà, c'est une très bonne chose du coup que ça ait fait un peu le tour et que voilà, les gens maintenant ils touchent plus trop au thon. Je l'ai vu un petit peu passer sur TikTok, etc. L'info a quand même pas mal fait le tour, c'est important. Sachant que dans les boîtes de thon aujourd'hui, vous pouvez trouver du requin, par exemple. Le requin est très très riche en mercure, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. Donc faut pas trop manger de thon en boîte, c'est ça que tu dis ? C'est si possible, voilà. Mais de toute façon, heureusement avec cette news qui a pas mal tourné autour du mercure, les gens ont un peu fait un petit pas en arrière. Donc voilà, il faut faire très attention à ce qu'on consomme en termes d'industrie de la pêche. Surtout quand c'est des trucs de... Je parle pas de la petite poissonnerie, quand on habite au bord de la mer, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais je parle vraiment des grandes chaînes de consommation avec, surimi, c'est le meilleur exemple. Totalement chimique, totalement... Voilà, ces trucs-là, on fait attention. C'est noté. Pareil que pour la viande, d'une certaine manière. Je vais le supprimer du frigo. Voilà, si possible. Parfois, les enfants, ils aiment bien ça. Ça dégage. Évidemment, ils t'en font des goûts qui sont très bons. En plus. C'est ça, mais on trouve d'autres alternatives. Si ça avait le goût de ce à quoi ça ressemble, exactement. Avant d'être mixé en espèce de rouleau là, de trucs, forcément, personne n'en mangerait. Exactement, parce que c'est vraiment pas appétissant quand on voit l'usine. Donc ça, c'est côté pêche, côté transport. Transport maritime, il y a aussi des adaptations à faire, je crois. Exactement. Alors, on a sur une nouvelle ère qui est l'ère des cargos à voile. Ah oui, j'ai vu ça. Vous avez déjà vu ça, les cargos à voile aussi, Alors, je sais pas si on a une petite photo, d'ailleurs, j'y pense, mais les gens rigolaient parce qu'ils disaient les cargos à voile, c'est littéralement des bateaux pirates. Oui. Tu vois, c'est des gros bateaux avec des voiliers, c'est-à-dire sans les canons. Oui, voilà, sans les canons, mais c'est les bateaux à l'ancienne, quoi. C'est comme ça qu'on transportait à l'époque la marchandise.
Voilà, quand on allait transporter tel produit de la France à l'Angleterre, c'était des gros bateaux comme ça à voile. Alors ça s'est perdu, on a maintenant les cargos. Et ça revient là ? Et ça revient avec les cargos à voile. Donc il y a plusieurs entreprises qui bossent un peu là-dessus. Dont les chantiers de l'Atlantique d'ailleurs, j'étais allé voir là-dessus et ils ont une immense voile à mettre sur des cargos. Ils taffent là-dessus. C'est aussi, il y a les Français qui sont sur le coup. C'est en plus de la propulsion classique, c'est pas la. Oui, c'est ça. Non, c'est pour économiser de l'énergie. Exactement, c'est pour réduire en fait. Tout est là pour réduire les émissions, l'impact en tout cas environnemental là-dessus. Donc les professionnels du transport maritime doivent se tourner vers des technologies plus propres. Ils n'ont pas trop le choix parce que, encore une fois, on fait la transition tous ensemble. Donc voilà, il y a des navires propulsés par des énergies renouvelables, éoliennes, solaires, hydrogène, des carburants moins polluants aussi, avec des biocarburants, et une gestion plus rigoureuse des déchets à bord. C'est aussi super important. Surtout sur les bateaux de croisière. Ça, c'est une catastrophe. Ça, les bateaux de croisière, c'est vraiment en termes de consommation. Et ils en sont à mettre 8 toboggans sur le pont. C'est vraiment, mais c'est un sketch, quoi. Les gros bateaux de croisière, c'est des villes. Las Vegas, comme ça. Une espèce de course au gigantisme. Et ça n'a aucun intérêt, quoi. Pêche, transport. C'est ça. C'est quoi les autres secteurs, les autres métiers considérés par cette transition écologique nécessaire là ? Alors, on en a pas mal, les amis, la liste est un peu longue, on va peut-être pas tous se les faire. Bon, on va faire quelques-uns quand même. Voilà, exactement. On a évidemment l'industrie pétrolière et gazière. Alors ça, on n'est pas les pires élèves, c'est surtout la Scandinavie qui a beaucoup de problèmes avec ça. Enfin, du moins, beaucoup de manifestations autour de ça qui sont un petit peu moins, bon élève sur l'extraction, sur le forage des fonds marins, la Norvège particulièrement. Mais on va dire, on a bon espoir que ça évolue, j'espère, au fur et à mesure. C'est la mer Noire, excellent trèfle. Je ne l'ai pas vu venir celle-là. Donc on voit joli. Ça doit te parler, Samuel. On en parle quasiment à chaque émission. C'est un grand classique. Et d'ailleurs, parfois j'ai des candidats, pour ceux, ils ont pas mal d'humour, les candidats de questions pour un champion. Parfois j'ai un candidat, quand il ne sait pas la réponse à une question, il me répond la mer Noire. C'est la mer Noire. Voilà. C'est une petite blague de jour de questions pour un champion. Bien sûr, un classique. Donc voilà, sur l'industrie pétrolière, il est impératif de réduire la dépendance à ces énergies fossiles en favorisant l'investissement dans les énergies renouvelables. Voilà, éoliennes en mer, énergie de vague. Alors, éoliennes, c'est un petit peu... Il y a pas mal d'enquêtes qui sont faites là-dessus. Donc, par exemple, en Méditerranée, ils veulent faire un grand champ d'éoliennes. Donc, il y a plusieurs associations qui sont en train de faire des recherches un petit peu là-dessus. Pour voir s'il y a un avant-après. Et un impact sur... et un impact sur l'écosystème marin présent dans cette zone-là. Donc, c'est en cours. Voilà, sur la recherche de l'impact et sur le constat, on va dire, c'est en cours de chargement. Et après, ils pèseront le plus. Exactement, on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant, c'est en cours d'observation. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Mais bon, dans tous les cas, ça a un impact. Bref. Et en mettant en place des technologies plus sûres pour éviter les pollutions maritimes, de manière générale. On a également le secteur de la construction, de l'aménagement côtier. Donc on a ça pas mal en France, la construction sur les littoraux, ça peut entraîner la destruction d'habitats marins. On a eu ça avec, il y a pas mal d'exemples. Le plus récent, c'était quand même... alors là, en France, on en a aussi, mais celui qui me parle, c'est par exemple pour les JO, où ils avaient construit des gradins dans l'eau, etc. Ils avaient détruit pas mal de récifs. Tu parles de la JO. Là, tu parles en Polynésie pour... les JO là, ils avaient construit des gradins. Pour la compétition de surf, ils ont installé une cabine pour les arbitres. Une nouvelle cabine, mais cette fois qui était en dur, qui était en béton, donc il y a eu une polémique sur place. C'est vrai, tout à fait. Donc c'est l'exemple le plus récent de construction qui a un petit peu fâché. Oui, parce qu'en France, on a la loi littorale qui évite de construire trop proche de la mer, normalement, des plages. Il y a une distance qui est obligatoire. Ça y était pas avant, et il y a encore quelques vestiges dans certaines régions de France où on a des maisons qui sont vraiment sur la plage, et c'est très problématique. Voilà. On est plutôt sur aujourd'hui des projets un peu d'aménagement durable qui vont préserver les écosystèmes côtiers. Donc il y a des éco-constructions, il y a une gestion des risques naturels aussi, la montée des eaux, tous ces trucs-là, c'est important de le prendre en compte. On le voit, il me semble que c'est au Cap Ferret, à Arcachon, Cap Ferret, où il y a une montée des eaux, et en fait ils n'arrêtent pas de faire reculer un petit peu la mer pour pas qu'elle vienne... détruire les habitations qui sont avec du sable. Tout à l'heure, je parlais de ces bateaux gigantesques pour le tourisme. On pourrait peut-être finir avec ça. D'ailleurs, il y a aussi le tourisme qui voit peut-être voir ses pratiques évoluer pour préserver plus les océans. Les Maldives, toutes ces zones-là, en fait, où c'est des archipels qui sont construites de partout et qui détruisent clairement les récifs et qui polluent énormément. Partout. En fait, déjà de base, le tourisme de masse sur les plages, ça, c'est partout dans le monde. Et en fait, il n'y a aucune notion... On a l'impression que quand les gens vont sur la plage,
je pense qu'ils ne mesurent pas l'impact que c'est et ce que c'est que de base une plage, en fait. À quel point, déjà, il y a des... À quel point ça communique avec l'eau. En fait, voilà, c'est un écosystème. Ça fait partie de cet écosystème. Ouais, ça, donc, quand on vient sur la plage et qu'on laisse un mégot, par exemple, c'est vraiment... L'impact, il est colossal. Or, on a souvent l'impression que la plage, c'est... je sais pas, c'est une zone qui est pas touchée par l'homme, donc du coup, il y a pas trop de... On peut se poser dessus, ça va rien faire. Alors que non, faut bien prendre en compte que déjà, le sable, c'est à moitié vivant, dans le sens où il y a plein de bêtes dans le sable. Il y a des micro-organismes partout, et déjà, on marche dessus, etc. Donc, il faut bien prendre en compte que ça... Voilà, c'est la gestion des déchets. Après, il y a des gens qui nettoient des plages, etc. Mais on n'est pas censé faire des missions comme ça de nettoyage de plage. On devrait tous. Tu penses que les mentalités évoluent, par exemple, que le comportement, on va dire, du touriste moyen, du français moyen à la plage, il a changé? Ouais. Quand même. Les gens laissent moins de trucs traîner. Ouais. Ou quand on le voit, aussi, en fait, c'est un classique, quand on voit des déchets sur la plage, il y a toujours quelqu'un pour dire genre mais qui a laissé ça pourrait tout traiter. En fait, il y a toujours une personne qui va être dérangée par ça. Donc à partir de là, on peut partir du principe qu'il y a une belle évolution. Et puis même hors écologie, je suis désolé, mais quand tu vas à la plage et que tu te retrouves à côté de plein de mégots, c'est dégueulasse. Des mégots partout autour. Complètement. C'est déjà pas agréable. Donc voilà. On avait parlé à un moment, tu sais, des crèmes solaires. Oui. Et en fait, du fait que dans les crèmes solaires, dans la plupart des crèmes solaires, il y avait des choses qui étaient pas bonnes pour les écosystèmes marins. Il faut faire attention de choisir sa crème solaire avec un petit logo. Dessus. Donc il y a des crèmes solaires qui ne provoquent pas ça. Exactement. Il y a un petit logo sur certaines crèmes solaires, vous verrez, avec... il y en a plusieurs, mais normalement, c'est des petits coraux. Et il y a marqué, respecte les océans, etc. Mais ça reste évidemment des produits chimiques. C'est comme sur Imi, je ferais pareil pour les prochaines vacances. Voilà, on choisit bien sa crème solaire. C'est ça. Ouais. Tu es pleine de bons conseils, Luciole. Eh bien, encore plus ravi si vous les appliquez. Mais tu restes avec nous, Luciole, parce qu'il y a plein de choses qui arrivent et plein de jeux. Tu as un indice. Moi, j'ai mon indice. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, dans ces métiers liés à la mer, il y a plein d'évolutions à venir. Exactement. Les amis, c'est l'heure maintenant de Post-it avec notre invitée pro, la directrice générale du groupe Veolia, Estelle Brachtianov, qui nous rejoint. Vous allez bien? Bienvenue. Vous n'avez pas été retardé parce qu'on a une de nos chroniqueuses qui a été bloquée dans son train. Non, je n'ai pas été retardée. Tout va bien. Non, c'était pas très loin du siège de Veolia, qui est à Aubervilliers. Vous n'êtes pas très loin? Non. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. D'abord, un mot pour vous présenter. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes ingénieur également, à la tête de Veolia depuis juillet 2022, diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale des ponts et chaussées. Et j'ai plein de questions à vous poser. J'espère que vous avez plein de réponses aussi. Non, je suis très contente. Et alors, ça m'a permis de prendre des photos backstage de chez vous pour mon fils il y a 15 ans et un peu plus. Et je pense qu'il serait fou de voir tout ce qu'il y a derrière le miroir ici. Et là, je crois qu'il y a des compétitions actuellement. Alors, la régie va me corriger. Il y a des photocalls de Street Fighter Sport. C'est quoi? C'est sur Street Fighter? Ouais. C'est ça? Street Fight, normalement. Corrigez-moi en régie. Je me suis pas trompé, exactement. C'est juste à côté de nous. Donc c'est juste là, Donc on est envahi. Vous avez vu. Donc vous avez un gamer à la maison. Oui. Pratique raisonnée du gaming. Il arrive à maîtriser sa pratique ou c'est. Ça dépend si vous lui posez la question à lui ou à moi. En progrès. Pour commencer, vous n'êtes pas gameuse, vous d'ailleurs. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous manquez peut-être un petit peu de temps. Pas que, je pense que c'est vraiment pas mon truc en fait. Voilà, j'ai plein d'autres choses que j'adore dans la vie et pas que Veolia. Mais le gaming, ça a jamais été trop mon truc. Alors c'est un univers plus jeune. Si un jour on se rencontre dans d'autres conditions, j'essaie de vous convertir. C'est un univers qui est beaucoup plus riche. Et même culturellement qu'on imagine, qu'il y a des jeux aujourd'hui de toutes sortes. Et parfois, il y a des jeux qui posent des questions écologiques, il y a des jeux qui posent des questions sur le traitement de l'eau. Oui, donc c'est un milieu plus riche qu'on imagine. Vous seriez surprise. Quelles sont aujourd'hui les activités de Veolia, peut-être pour commencer? Parce que quand on pense à votre entreprise, à votre groupe, on pense notamment à l'eau courante qui arrive chez chacun, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a bien plus que ça. Alors c'est l'eau, l'énergie, les déchets. Voilà. Donc l'eau courante qui arrive au robinet, mais pour qu'elle arrive au robinet, il y a des usines pour la traiter, la dépolluer avant qu'elle arrive au robinet. Je vous donne un exemple. En région parisienne, on boit quand même l'eau de la Seine. Sauf que ce n'est pas directement. Vous imaginez bien, on l'a nettoyée 12 fois avant d'en arriver là pour qu'elle soit ce qui se fait de mieux en termes de qualité. Vous avez les déchets. Donc généralement, ce qu'on voit, c'est le camion poubelle qui vient collecter les déchets en bas de chez vous. Mais derrière le miroir, il y a quoi? Il y a des usines de recyclage qui permettent après de reproduire du papier carton, du métal, des différents types de plastique pour que ça revienne
dans des usines qui vont reproduire des emballages avec. Et puis après, vous avez aussi l'énergie. Et alors, chez Veolia, l'énergie, nous, on produit l'énergie localement, plutôt que de l'importer de pays dont je ne citerai pas le nom. Ouais. On le produit de chez nous, à base de ce que les gens ne veulent pas. À base de déchets qu'on ne peut pas recycler, à base d'eau usée, à base de chaleur qui, d'habitude, va chauffer les petits oiseaux et qu'on récupère pour en faire quelque chose d'autre. Donc, l'eau, l'énergie et les déchets, c'est le métier de Veolia. L'eau usée, par exemple, ça peut faire de l'énergie. Ça peut faire de l'énergie, et beaucoup, en effet. Donc, tout ce que les autres ne veulent pas, on considère que c'est en gros 30% de ce qu'on appelle le mix énergétique d'un pays qui peut être de cette façon produit. Et finalement, le grand métier de Veolia, alors on dit transformation écologique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide nos clients à se décarboner, à réduire le carbone, le CO2. On aide nos clients à consommer moins d'eau pour produire le même résultat. Et on aide aussi nos clients à se dépolluer, donc à enlever les polluants dans l'eau, dans l'air, dans les sols, pour ménager notre santé à tous et à toutes. C'est intéressant parce que vous venez de parler de transformation écologique. Je crois que Veolia a créé une école, une académie, on en parlera tout à l'heure justement, pour faire évoluer les métiers en ce sens. Le célèbre penseur Jean-Claude Van Damme, que vous connaissez peut-être, a dit un jour, c'est une phrase qui a marqué les esprits parce qu'elle s'est révélée, hélas, vraie. Dans 20-30 ans, l'eau, il n'y en aura plus. Vous connaissez bien ce sujet de l'eau. Quel regard vous portez sur cette citation de Jean-Claude Van Damme? Non. Alors Jean-Claude Van Damme, oui, c'est l'acteur. Ah non, mais je connais Jean-Claude Van Damme. Et en fait, un jour, dans une interview, il boit de l'eau d'abord. Il a une grande bouteille. Il fait du sport, donc il boit de l'eau. La bonne nouvelle, c'est que pour les Français, c'est qu'ils ont plus de problèmes aux États-Unis qu'en France. Et quand même, Jean-Claude Van Damme, quand il disait ça, je pense qu'il parlait des États-Unis. Peut-être. Non, il y a un sujet de qualité. C'est cette scène-là. Et il dit, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et en fait, cette phrase est devenue culte. Il ferait mieux, plutôt que de boire dans une bouteille, de boire dans une gourde. L'eau du robinet, elle est tout à fait potable. Au moins en France. Non, donc en fait, il y a un sujet de qualité, il y a un sujet de quantité. Globalement, l'eau, c'est une des premières conséquences du dérèglement climatique. Elle se voit sur l'eau. C'est qu'il y a ou trop d'eau, ou pas assez d'eau, ou pas au bon moment dans l'année, ou pas de la bonne qualité. C'est comme ça qu'on a vu des grandes inondations, suivies par des grandes sécheresses. L'Espagne vient d'en faire... on a eu des inondations... malheureusement dramatique à Valence il y a quelques semaines, quelques jours. Il s'inquiète. Et cet été, c'était tellement sec que les barrages étaient à vide et que voilà. Et il se trouve qu'on est aussi, c'est une entreprise mondiale, Veolia, donc on est leader mondial dans les sujets de trouver des solutions pour ça sur l'eau. Mais on est aussi en Espagne. Et donc, c'est de la qualité et de la quantité. La quantité, je viens de le dire. Et donc, quand c'est tout sec, il faut trouver quoi faire. Trouver quoi faire, ça peut être éviter le gâchis, des fuites dans les réseaux, éviter le gâchis à la maison, ou essayer de régénérer de l'eau, finalement de recycler de l'eau. Et de recycler les eaux usées, celles qui sortent des douches et des toilettes. On la nettoie, doucement encore, et en fait, on sait la remettre pour nettoyer des rues des villes, pour arroser des espaces verts, voire même on sait faire une qualité qui serait une qualité eau potable. C'est de la quantité et de la qualité. Et la qualité, c'est les polluants. Vous parliez juste avant de toutes sortes de polluants dans des produits de consommation. On découvre des polluants, typiquement les PFAS, c'est les perfluorés, on appelle ça les polluants éternels, c'est des produits chimiques qui s'accumulent, qui ne se détruisent pas tout seuls, c'est pour ça qu'on appelle ça des polluants éternels. Et il y a quelques endroits où il y en a de façon accumulée, et ça peut avoir un impact sur la santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé comment faire. Donc on sait mesurer, trouver la solution et traiter les PFAS et donc les enlever pour vous garantir que l'eau du robinet sera la plus pure. Ça, c'est la qualité. Je reviens d'un mot sur la quantité. Je ne pense pas que Veolia soit directement en possibilité d'agir. Vous allez peut-être me dire le contraire. Vous savez, sur les pertes d'eau dans les réseaux, les chiffres sont incroyables quand on voit la perte d'eau dans les réseaux pour amener l'eau chez les particuliers. C'est gigantesque, même dans un pays comme la France. Est-ce que Veolia peut faire quelque chose à ce niveau-là? Parce que là, c'est des réseaux. Oui, alors on est même très bon, notamment sur ce sujet. Alors, c'est pas par hasard, je reviens un peu en arrière. Pour moi, Veolia, c'est l'écologie des solutions. Il y a les constats, il y a ce qu'il faut faire, il y a l'appel à l'action, y compris dans le monde politique. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans une ville? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? Et c'est exactement le métier de Veolia, c'est de rendre ça concret, qu'on puisse le mettre à l'échelle. Voilà. Et donc, dans les solutions pour faire face aux fuites, il y en a un certain nombre, notamment avec du digital. Mais pour vous donner des chiffres, aujourd'hui, il y a à peu près 20% de l'eau
qui part de l'usine de production d'eau potable, qui n'arrive pas à votre robinet parce qu'elle est perdue dans les réseaux. Alors, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup. Ça recouvre une réalité où vous avez quelques pourcents à certains endroits et jusqu'à 50% à d'autres. Donc, en fait, c'est moins la moyenne qui est intéressante que les endroits où on est à 50%. Bien sûr. Je revenais sur les États-Unis et Jean-Claude Van Damme, donc je connais cette citation, j'en profite. Et aux États-Unis, les taux de fuite, il n'est pas de 20%, il est entre 40 et 50%. C'est énorme. Ils ont toujours eu des progrès possibles sur les sujets d'infrastructure. Aux États-Unis, ce n'est pas complètement par hasard. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter ces fuites? Alors, il y a la solution bête. Vous n'avez qu'à ouvrir tous les trottoirs des villes et remplacer tous les tuyaux. Ça coûte une fortune. C'est beaucoup d'ennuis au quotidien. C'est des chantiers faramineux. C'est des chantiers énormes. L'autre solution plus maligne, c'est ce qu'on a développé, c'est de détecter où arrivent les fuites quasiment en temps réel pour aller juste remplacer le petit bout de tuyau là où il y en a besoin, pas avant, pas après. Et ça, on sait faire. Au bon moment. Et donc ça, on met des capteurs, on récupère plein de données, on met de l'intelligence artificielle et donc on a des informaticiens chez Veolia et pas que des spécialistes de l'eau, des gens qui sont des data scientists et même des gens qui vous promptent sur de l'intelligence artificielle maintenant. Et on nous dit, c'est là qu'il faut intervenir, c'est là qu'il y a une grosse fuite. Et puis après, il y a besoin d'un gars pour aller aussi remplacer le tuyau, il y a besoin de techniciens, de maintenance. Donc on a des métiers très, très, très variés, vous le voyez avec cet exemple. Et puis c'est très évolutif. Ce que je viens de vous dire là, c'est pas ce qu'on faisait il y a 5 ou 10 ans. On passe notre temps à innover, à essayer de trouver la nouvelle frontière, des trucs aujourd'hui qu'on sait recycler, qu'on ne savait pas recycler il y a 5 ans. Et dans 5 ans, on aura encore fait des progrès. Là, on parle de la consommation d'eau des particuliers notamment, et du réseau. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission, mais les secteurs les plus consommateurs d'eau, je crois, dans un pays comme la France, c'est l'agriculture, c'est le BTP. On en parlera avec Margot tout à l'heure de ces sujets, parce qu'en fait, c'est peut-être là aussi qu'il y a des efforts à faire. Ils recherchent du monde. Il y a des gens qui veulent venir travailler chez Veolia. Je vois, ils recherchent du monde. Oui, on a à un instant donné, en France, j'aurais dû réviser il y a 2 minutes, mais globalement 2000 postes ouverts. Donc si vous êtes intéressé, depuis technicien de maintenance jusqu'à faire des prompts, de l'intelligence artificielle, tous ceux qui sont motivés, allez-y, tentez votre chance. Sur le site Veolia. Je vois qu'il y a un bot dans le chat, !Veolia. Et Nightbot nous dit découvrez plus de 4000 offres d'emploi partout dans le monde. Il y a un lien. Ça, c'est partout dans le monde. Là, je vous parlais de la France, mais vous avez raison. Peut-être que votre émission est diffusée au-delà. Bravo. On parle de métiers et on parle de transition de métiers. On en parlait tout à l'heure avec Luciole pour les métiers liés à la mer, aux océans. Veolia a fondé une association qui est une école, en fait, une académie qui s'appelle Terra Academia, école de la transformation écologique. C'est une école pour faire évoluer les métiers de l'eau. En ce sens, c'est ça ? Ça va bien au-delà. En fait, ce n'est pas une école pour les besoins de Veolia, c'est une école pour accélérer la réalisation concrète de la transformation écologique et des solutions dont je parle en France. Parce qu'aujourd'hui, il y a des besoins, il y a des gens qui cherchent du boulot, et tout ça ne se rencontre pas forcément. Et donc, comment arriver à faire matcher les deux ? On estime que d'ici la fin de la décennie, c'est quand même 400 000 emplois, appelons-les verts, pour faire simple, qui seront créés en France. Sauf qu'il n'y a pas nécessairement les diplômes ou les diplômés qui arrivent. Et quand je dis diplômé, c'est BTS, Brac Pro, licence, jusqu'à des masters et toutes sortes. Enfin, c'est vraiment tout type de niveau. Et donc, partant de ce constat-là, il y a les besoins de Veolia, certes, et donc on a déjà investi beaucoup dans la formation pour nos propres besoins, mais il y a plein d'entreprises qui ont la même réflexion. Quand vous parlez de gigafactory dans le nord de la France, on a besoin de gens. Quand vous parlez d'installer des panneaux photovoltaïques, il faut des gens pour installer les panneaux photovoltaïques sur les toits en France. Ça n'est pas que pour former et faire évoluer les salariés de Veolia. Et donc l'idée, c'est vraiment une école de la transformation écologique. C'est très unique, parce que c'est un seul thème, mais par contre, ça rassemble beaucoup de gens. Ça rassemble d'autres entreprises qui ont des besoins, ça rassemble des collectivités locales qui savent qu'il y a des gens qui cherchent du boulot dans un certain nombre de villes et qui les orientent sur Terra Academia pour aller voir. Ça peut être aussi des universités, des écoles. Il y a quelquefois des programmes d'éducation qui existent sur ces sujets, mais qui ne sont pas remplis, parce que les gens ne savent même pas qu'ils existent. Donc, d'une certaine façon, c'est évidemment un programme et un contenu, mais aussi une façon
de rassembler, de catalyser, de mettre ensemble. Donc, si vous vous demandez, vous n'êtes pas très sûr quoi, ni où, mais vous dites que peut-être ça vient d'allumer sur votre chat là une petite lumière, n'hésitez pas. Terra Academia. On a y compris des parcours de découverte sur les métiers de la transformation écologique. Ça ressemble à quoi? Y compris avec des trucs immersifs, un peu genre gaming. On a un peu comme un escape game ça me plaît. Où vous êtes censé résoudre les problèmes de décarbonisation en 1 heure, sinon vous ne sortez pas de la salle. Donc on a essayé d'autres types d'outils. Pour l'exclamation Terra Academia, dans le chat, et vous avez accès à ces infos, justement. On vous l'a mis aussi, le bot. On parle de différents métiers. Je crois que vous avez un métier particulier chez l'entreprise. Que j'adore. Ouais. Vous en avez parlé avec Ludovic, parce que je crois que vous êtes rencontrés. Il m'a suivi. On se connaît un peu, effectivement. On a été à Budapest ensemble également, puisque j'ai suivi Estelle sur plusieurs jours pour faire découvrir aussi le métier de patronne, comme ça, d'une entreprise aussi énorme, d'une entreprise du CAC 40. Voilà, on s'est effectivement, j'ai suivi à Budapest. Après, je vous ai suivi aussi à Paris. C'était un rythme impressionnant. Ouais. Vraiment impressionnant. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez trouvé le temps de venir ici. Mais c'est fou, on ne se rend pas compte. Et donc ça, c'est une vidéo qui va sortir sur ta chaîne, Ludovic, c'est ça 22 décembre, sur ma chaîne YouTube. Voilà, où on va pouvoir découvrir le quotidien d'Estelle à la tête de Veolia. Donc c'est Vie ma vie de chef d'entreprise. Moi, j'observe, simplement, bien sûr. Ouais. Mais on a beaucoup discuté sur plein de sujets. C'était extrêmement intéressant. Si vous allez sur la chaîne de Ludovic B, vous allez trouver plein de métiers comme ça. Ludovic a rencontré plein de professionnels depuis des années. Ludovic, depuis combien de temps ça fait quoi, 5-6 ans, je crois, que je fais ce concept-là, en tout cas. Ouais. Et où il fait découvrir des métiers aux côtés de professionnels. 90 métiers. Voilà. 90 métiers. Ouais. 91. Voilà, exactement. Et vous disiez, Ludovic, Budapest, c'est vrai que pour ceux qui, par ailleurs, se disent la transformation écologique, super, j'ai peut-être quelque chose à y faire, et qui se disent qu'un jour, ils iront peut-être en dehors de France aussi. Je pense qu'on a l'avantage d'être une entreprise présente dans 44 pays, donc il y a des mobilités possibles. Voilà. Qu'est-ce qui vous a passé? Parce que, donc vous êtes, je le rappelle, vous êtes ingénieur de formation, vous avez notamment fait l'École Polytechnique. Qu'est-ce qui vous a Comment j'ai fait ça à la fin? Oui, depuis ingénieur jusqu'à ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'en fait, l'École Polytechnique, c'est une grande école généraliste, donc qui peut ouvrir à bien des secteurs. Vous avez choisi assez tôt, j'ai vu dans votre parcours, de travailler dans ce secteur de l'eau, pour une raison particulière ou c'est le hasard? Alors non, j'ai jamais fait partie de ceux qui avaient une idée très, très préconçue, très établie, avec un truc super linéaire. Moi, j'ai plutôt fait au feeling, en fonction des opportunités qui se présentent, en me disant, tiens, pourquoi pas, je vais essayer. Donc, je pense que le moteur principal, pour moi, ça a toujours été la curiosité et de la volonté, c'est-à-dire que, après tout, on essaye et puis on verra bien. Et par contre, je lâche jamais rien. Une fois que j'ai envie que ça marche et tout, je réessaye si ça marche pas du premier coup. Donc, il y a aussi de la persévérance dedans. Je pense que c'est 2 mots-clés. Après, comment j'en suis arrivée là? À vrai dire, c'est rigolo. Moi, j'ai eu mon premier entretien chez Veolia. À l'époque, je suis rentrée dans le déchet, même pas dans l'eau, puisqu'on a 3 métiers, comme je viens de vous le dire. Donc, déchet, eau, énergie. En me disant, bon, Estelle, quand même, c'est sympa, tu as un entretien, tu vas être très polie, mais enfin, le déchet... Voilà. Et je suis ressortie du bureau de celui qui allait devenir mon patron en me disant, s'il me propose un job, j'y vais tout de suite. Et qu'est-ce qui s'était passé entre les deux? L'excitation d'un métier qui change tout le temps, en fait. J'ai compris que ça allait passer son temps à bouger. Il y avait une espèce d'énergie, une excitation de nouvelles frontières permanentes, j'ai envie de dire d'aventure. Moi, je fuyais les trucs un peu trop linéaires, vous avez compris. Et là, je me suis dit, c'est super. Et puis, deuxième élément évidemment essentiel, c'est que ça avait beaucoup de sens. On a l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand de vous, modestement, mais quand même, que ça va dans le bon sens. C'est pour ça que diriger Veolia, je trouve ça génial, parce que plus gros et plus de succès de Veolia, c'est une bonne nouvelle, pas que pour Veolia, c'est une bonne nouvelle pour nous tous, nous toutes, pour la planète et pour ses habitants dessus, puisqu'on est en train de déployer des solutions sur la décarbonation ou la dépollution. Donc c'est un cercle vertueux, et ça, j'adore ça. Pour faire une question plus personnelle, vous êtes une femme, vous êtes une des rares femmes patronnes d'une entreprise du CAC 40. Est-ce que c'est... Elles sont 3. Elles sont 3 actuellement, exactement. Alors, parfois, il n'y en a pas, parfois, il y en a une, parfois, il y en a 3, selon les années, les périodes. Ça ne va jamais beaucoup plus haut. C'est jamais beaucoup plus haut. Est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est un combat pour vous? Est-ce que c'est important pour vous d'être une femme? Est-ce que vous regrettez le fait que, pas seulement dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, mais que les postes de responsabilité à très haut niveau en France soient encore
très souvent réservé aux hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous au quotidien? Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça évolue, et que ça évolue vite. Et moi, mon rôle, c'est chez Veolia, et donc ça évolue chez Veolia, et c'est un indicateur que je mesure. Et ça progresse bien. On n'y est pas encore, cela dit. Mais au-delà de ça, je pense que la diversité, c'est super important. Alors, la diversité homme-femme, mais la diversité de nationalité, la diversité de profil. Je pense que si on avait des gamers qui étaient embauchés demain matin chez Veolia, ils apporteraient autre chose que le profil classique qu'on pourrait avoir sur d'autres sujets. Ça peut être des gens qui ont ont travaillé dans la grande distribution et qui n'ont dû qu'une façon d'aborder les choses qui est très différente. Et donc ça, pourquoi c'est important ? Parce que c'est ça qui génère de la créativité. Si vous avez toutes les personnes qui pensent pareil, qui ont été élevées pareil, autour de la table, il y a une grande chance que vous reproduisiez exactement le même résultat. Si vous avez envie un peu de changer la donne, alors faut mettre des ingrédients différents autour de la table, des hommes et des femmes, mais aussi plein d'autres types de profils. Et dans le monde tel qu'il est, je suis pas sûre que reproduire les recettes du passé, ce soit la meilleure idée qui soit. On est bien d'accord. Et donc, se dire que sans arrêt, on recherche un nouveau truc, ça fait partie de l'état d'esprit qui est celui qui me conduit à dire c'est super important la diversité. Ce dont on va continuer à parler dans cette émission, puisque justement on est en train de se demander comment faire évoluer notre rapport à l'eau, des métiers liés à l'eau pour demain être dans une planète un peu plus habitable. Estelle Brachlianoff, un grand merci d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Dans MVP aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Vidéo YouTube bientôt sur ta chaîne, Ludovic. Maintenant, on va faire une petite pause café. Intéressant. Bon, super. Ah, mais notre... À bientôt, Estelle. Mais te voilà. Bonjour. Comment ça va? J'ai cru que c'était une vraie pause café premier degré, moi. Oui, alors parce que je connais pas l'émission. Oui, à chaque fois, tous les chroniqueurs. Alors comment ça, il n'y a pas une pause café? Non. La pause café, elle est permanente. On l'a dit, il faut mettre une machine derrière, une machine à café, et on fait des petits cappuccins. Ça va, Margot? Mais on a une seconde. Attends, matinée super agitée pour Margot qui devait être avec nous depuis le début de l'émission, et à qui est arrivé un truc qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire un train qui s'est arrêté, c'est ça, hein? Oui, il y a quelqu'un qui a eu besoin du SAMU. D'accord. Alors, on s'est arrêté sur un quai de service. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà, un quai de service, camion de pompiers. Voilà. D'accord, ok. Ah ouais. Est-ce que tu as des nouvelles du voyageur? Non. Tout va bien. Là, on le reçoit tout de suite. C'est ça. Pas du tout. Avec le SAMU. Donc je représente Margot qui devait être avec nous depuis le début de l'émission, qui n'a donc pas pu jouer tout à l'heure notre premier jeu à la une. Il s'agissait de trouver la chute de Question Actu. Il y avait un indice à gagner, donc tu n'as pas pu le gagner. Mais l'important, c'est que le prochain jeu est important. Il s'agira de trouver l'invité mystère. En fait, bon, alors certes, Luciole aura un indice de plus, mais l'indice, il est pourri. Donc tu pourras jouer quand même avec nous. Okay. Voilà, et devenir l'employé de la semaine. Tu auras ta tête ici. Voilà. D'accord. Bienvenue, Margot. Je veux ça. Merci de nous rejoindre malgré cette arrivée un petit peu agitée. J'espère que ça n'a pas été trop stressant pour toi. Allez, on peut enchaîner. Ah oui, pardon. C'est une blague de présentateur télé, ça. Ce sont des blagues de vieilles personnes, donc je me permets de les relever. Mais si tu aimes bien, j'ai tout un catalogue de blagues de vieilles personnes. Donc, que des blagues où la ref n'est pas innée. Margot, je rappelle que tu me corriges si mes informations ne sont pas exactes. Diplômée en transition écologique et étudiante à AgroParisTech en master sciences de l'eau, eau et agriculture. C'est quasi ça. Tu vois, c'est pour ça que je dis il faut corriger. Dis-moi. C'est quasi ça. J'ai fait une licence d'histoire et de sciences politiques en licence. Ouais. Donc, et ensuite, j'ai enchaîné sur un master à la Sorbonne en transition écologique. Voilà. Et en fait, j'ai repris un cursus. Je suis partie voyager. C'est lors de ce voyage que j'ai eu mon déclic sur l'eau. Ouais. Et j'ai repris en fait un cursus en master qui est un master en sciences de l'eau spécialisé en eau et agriculture. Ben justement, on va parler de tout ça parce qu'en fait, moi je trouve que ton parcours est assez inspirant pour ceux qui se posent des questions éventuellement de trouver un métier plus tard ou aujourd'hui pour les gens qui veulent changer pour se soucier un petit peu de l'état de notre planète. Donc on en parlera ensemble, tu nous raconteras un petit peu tout ça, ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu aimerais faire demain. Mais donc là, au moment où tu arrivais, on lançait une pause café qui n'est donc pas une vraie pause café, Luciole, mais un petit jeu avec l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui est notre partenaire pour cette pause café. Qu'on embrasse, on adore. L'INA, moi j'adore. Oui, et qui nous propose une petite archive à chaque fois, et qui parfois nous surprend un petit peu. Là, par exemple, c'est un document vidéo sur le métier d'égoutier en 1977. Regardons ensemble cette vidéo. Ah oui. Bottés, ceinturés, foulard autour du cou pour se protéger des rats et des cloportes,
les égoutiers vont rester 6 heures sous terre. L'odeur est insoutenable, l'air rare. Les pieds glissent le long de la fosse. Le bateau est là, tapis dans l'ombre. Avant la manœuvre, on nettoie les bas-flancs. Tout est fait à la main dans les égouts. Seule énergie employée, la force des eaux, qu'il s'agit de contenir par une vanne, puis de relâcher pour entraîner un peu plus loin sables et déchets. Est-ce que c'est un métier dangereux ici? Très dangereux. Hein. Un gars qui tombe à l'eau, on ne le repêche pas. Hein. Vous avez vu le courant d'abord. Il ne faut pas faire une erreur, sans ça c'est fini. Là, il doit y avoir quelque chose qui se passe en surface. Et notre camarade qui fait le garde orifice nous appelle. Hein. Et il faut absolument qu'on monte très vite. Ça pourrait très bien être un orage. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus que 3 minutes pour monter. Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement? Eh bien, les problèmes de recrutement, tu sais, c'est un peu en famille chez nous. C'est de père en fils, c'est de cousins, neveux, c'est un peu comme ça. C'est la grande famille, les égouts. Il était temps qu'on monte, je crois. Seule condition pour être égoutier, être français. L'odeur est tenace, hein, elle remplit tout, les vêtements, la voiture. Ah oui, et nos femmes même s'en plaignent. L'odeur reste sur nous 2 ou 3 jours. Mais le plus grave, c'est ce que l'on respire à cause des déversements clandestins, tels que les acides et les trichlores. Ce qui provoque chez nous, d'ailleurs, pas mal de maladies professionnelles. On peut compter à l'heure actuelle 2 à 3, enfin environ 1 égoutier sur 2 qui est en arrêt de travail pour des maladies professionnelles. Et c'est pour de meilleures conditions de travail, une augmentation de salaire, que près du pont Mirabeau coule dans la Seine en ce moment une partie des eaux sales de l'usine occupée d'Auteuil. Il y a Snima dans le chat qui disait beaucoup de maladies dans ce boulot, plus que nécessaire et guère valorisé. Ouais. Là, c'était en 77, les conditions de travail sont quand même incroyables, quoi. Ah, c'est... Ludovic, tu t'es pas penché sur ce job, toi, égoutier? Non, ça m'a dégoûté là de voir ça. Non mais tu sais, tu devrais parce que j'aimerais. C'est vrai, oui, j'aimerais bien faire en vrai. J'aimerais savoir si les conditions de travail se sont améliorées en fait. Ouais, ça fait partie des choses que j'aimerais beaucoup faire. Donc s'il y a des égoutiers, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je vous suivrai. Moi, je pose la question au chat. Est-ce que vous avez vu récemment des reportages documentaires sur ce métier? Parce que moi, j'aimerais savoir si depuis 77. Moi, j'ai jamais vu de reportage là-dessus. Non, je crois pas. Hein. Ouais. Ah ben, je vais en faire un. Voilà. Ouais, mais tu vois, vendu. Hein. Alors justement, moi j'ai une série de questions sur le monde des égoutiers. Voilà. De père en fils, disait le monsieur. Là, c'était un peu étrange. Cette info un petit peu qui nous a laissé quoi aussi sur seule condition. Être français. Oui, j'ai pas compris. Pour la fin de la phrase, c'est pourquoi. Moi, ce qui m'a tué, c'est qu'ils sont dans les égouts avec, ils le disent eux-mêmes, des insectes, des trompes d'eau. Ils sont comme ça. Et t'as la journaliste là, en mode, c'est dangereux ça comme métier? Pas du tout. Vous entendez la trompette? Ça veut dire qu'il faut remonter parce qu'on va être noyé. Mais oui, parce que c'est aussi ça. Mais quel métier de dingue. Mais je pense quand même ça a dû évoluer. Hein, il y a plein de gens qui disent, je savais pas que ça existait. Bah si, bien sûr. Ah bah oui. Dans une ville comme Paris, par exemple, il faut des gens pour s'occuper des... Sinon, ça se bouche au bout d'un moment. Des égouts. J'ai un vrai ou faux pour vous. Sur les égoutiers. Sur ce monde des égouts et des égoutiers. Vrai ou faux, F''EAU, bien sûr, puisqu'on a une spéciale O. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Alors, vrai ou faux, le système d'égouts dans les villes existe depuis le 3e millénaire avant notre ère. 3000 ans avant Jésus-Christ. Vrai ou faux? Attends, mais qu'est-ce que tu appelles égout à partir du moment où c'est sous la terre? Ouais. Ou pas? Sous la terre. Des eaux qui s'écoulent sous la terre? Absolument pas. C'est pas 3000 ans avant. J'ai un nom de Ludovic. Non. Bah, 3000 ans avant, il y avait déjà des êtres humains qui faisaient des trucs. Donc, oui, mais tu sais, il y avait. Est-ce qu'il y avait des égouts? Parce que les égouts de Paris, typiquement. Je suis d'accord, oui. Est-ce qu'ils creusaient pour. Voilà, c'est beaucoup plus récent. Mais ça portait peut-être pas le nom d'égout. C'est ça, ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que la question, c'était ça. Mais c'est un peu délicat parce que 3000 ans avant notre ère. C'était galère, c'était galère déjà, ça c'est sûr. C'était galère. Eh bien, c'est les anciens, c'est les anciens. Ouais. Eh ben, c'est les anciens. Vrai. Alors, tout le monde ne faisait pas des égouts 3000 ans avant notre ère. Ça m'étonne pas. Mais il existe notamment, on a trouvé des égouts dans les ruines de Mohenjo-Daro, c'est au Pakistan.
Ok. Ouais. Ah oui. Donc il y a des gens, 3000 ans avant notre ère, c'est énorme en fait. Hein. Là, on a ouais, j'avais en plus ce genre de truc-là en tête. C'est fou. Il y avait un système. En tout cas, ça a mis du temps, parce qu'à Paris, avant Haussmann, c'était dégueulasse. C'était juste des ruisseaux qui passaient. Oui, ils mettaient, je sais plus comment on appelait ça, mais c'était les. C'était des ruisseaux au centre de la rue. Ouais, en fait, les rues, elles étaient en pente. Oui, c'est ça. Sur les espèces de rizières. Mais elles sont toujours d'ailleurs, aujourd'hui, si on fait attention. Les rues pavées encore, Paris, elles sont dans le vieux Paris. Oui, dans les vieilles villes, on voit encore un peu. Vrai ou faux? Un hippopotame a été découvert dans les égouts de New York. Non. Ah, oui, mais je connais mais c'est une blague, je crois, non? Je sais pas. Je mange mon chapeau, si jamais c'est le cas. J'ai bien fait de ne pas en mettre aujourd'hui. Je dirais non, mais il y a une blague autour des crocodiles, en tout cas, dans les égouts de New York. Ça, oui. Et même à Paris, il y a toujours ce truc avec les crocodiles dans les égouts de Paris. C'est une blague connue, mais en effet, quoi, toi? Hippo, c'est fou. J'avoue, l'histoire du crocodile, c'est pas impossible, parce que comme il y a des gens qui ramènent des crocodiles chez eux de façon sauvage, parfois ils en ont marre et ils les libèrent un peu de façon tout aussi sauvage. Donc un hippopotame, il faut quand même le déplacer et le domestiquer. Après, ça peut être un bébé hippo. Non plus. Non plus. C'est échappé d'un zoo. C'est fou, mais l'histoire du crocodile est hyper intéressante parce que oui, il y a une vraie histoire de crocodile et ça n'est pas une légende. C'est pas une légende. Il y a eu un crocodile en France, à Paris, en 1984, alors qui était un bébé crocodile, 80 cm, qui a été découvert, et c'est vrai, dans les égouts de Paris. Oui. Oh, wow. Alors ça, non, c'est une reconstitution après. J'allais dire, parce qu'il est pas du tout, là. J'allais dire les bottes et le balayage, trop bien placé. C'est plutôt une belle histoire, parce qu'en fait, ce crocodile a été capturé, parce qu'en fait, à un moment, dans les eaux, ils ont vu un truc nager, donc ils sont organisés, ils l'ont récupéré. C'était une femelle qui a été transférée à la ferme au crocodile de Pierre-Latte dans la Drôme, en fait, dans 2 endroits, parce que là, elle a été... séparée en deux. Elle a été séparée en deux. D'abord la tête. D'abord, étant une espèce de parc où ils avaient reproduit le décor des égouts en disant c'est le fameux crocodile des égouts de Paris. Et après, elle a été transférée à une ferme des crocodiles qui est très connue à Pierre-Latte dans la Drôme. Et en total, elle a vécu 36 ans. Ah ouais. Comme quoi. Voilà. Elle vit dans les égouts. Ouais, j'allais dire, elle a dû développer un truc. Après, on me dit dans l'oreillette que les crocodiles peuvent vivre très vieux jusqu'à 100 ans. Donc, oui, c'est vrai que c'est un peu de base. Donc, on a vraiment trouvé un crocodile dans les eaux de Paris en 1984. Sans jamais savoir comment il était arrivé. On pense que c'est ce que tu disais en fait. Ah oui, des gens qui avaient des animaux exotiques. À un moment, on dit le croco il commence à grandir, 80 cm, il est beaucoup moins mignon. Donc, fait le salon. C'est ça. Donc, après, c'est compliqué de savoir exactement d'où il vient. Quoi. Après, ils lui ont demandé. Mais bon, elle n'a pas voulu répondre. Bon, vous aviez bon. Vrai ou faux, les égouts de Paris sont accessibles au public? Vrai. Vrai, Ça se visite. Ouais, ça se visite. Oui. Vrai. Les égouts de Paris sont accessibles au public, ce qui permettra à Ludovic de faire un reportage dans pas longtemps. Et il y a le musée des égouts de Paris. C'est ça, en fait, je l'ai fait, le musée. C'est comment? C'était une belle découverte. Moi, j'ai bien aimé. Ah, c'est vrai? Il y a des grosses machines, on comprend. Ouais. Puis c'est bien. Quelqu'un qui a jamais vu. Ils expliquent comment ils nettoient tout ça, par exemple? Ils retracent historiquement l'histoire des égouts. Mais est-ce que ça répond à la question que je me posais tout à l'heure? Est-ce que les conditions de travail des égoutiers ont changé aujourd'hui? Il y a un truc là-dessus ou pas? Je pense qu'ils font... Alors, j'y suis allée il y a un moment, mais ils font une remise en perspective historique. Donc, je pense qu'ils doivent parler un peu des conditions de travail. C'est intéressant. Qui ont forcément changé J'espère. depuis. Quand tu voyais les gars tout à l'heure à main nue... Non. En strate, dans la ville de Paris, c'est d'abord le métro et les égouts et les catacombes. Quelle bonne question. C'est quoi l'ordre? Eh bien, écoute, demande au chat, il y en a qui doivent savoir. Je crois sûr. Allez voir. Il y a surface, il y a la cave de Moi, je dirais égout avant les métros, non? La cave des modos. Il y a la cave des modos. Je dirais, il y a les... Moi, je pense que c'est les égouts et les égouts au-dessus. Ouais, moi, je dirais métro égout, en dessous. Métro. Catacombes. Moi, je dirais ça aussi. Oui, parce que les égouts ont précédé le métro. Pour moi, c'est les... Ouais, je sais pas. Oui. Moi qui avait de l'espace. On me dit égout avant les on dit tout au fond, quoi. Égout avant les métros. Métro, c'est en dessut des égouts. Parce que les égouts, en plus, tu peux les voir à travers des grilles. Mais oui, non, mais c'est alors que le métro, c'est, t'as pas de grille. J'ai fait un truc avec justement la RATP, conducteur de métro, etc. Et là où ils lavent les métros, c'est dans une station métro particulière. Et le problème qu'ils ont, c'est que l'eau qui est utilisée pour laver les métros
Il faut qu'il la remonte dans les égouts, parce que les égouts sont au-dessus. Et justement, ils ont un énorme problème dans les stations de métro pour faire remonter l'eau dans les égouts. Ouais. Donc, les égouts sont au-dessus. D'accord, ok. C'est ça. Forcément. Plein d'infos dans le chat, plein de bêtises aussi. Les crocos ont un système immunitaire de fou. C'est clair. Morgane. Parce que moi, j'y survis pas une heure dans les égouts. Bah oui, mais comme les Parisiens, nous aussi, on a un système immunitaire. Peut-être. À force de prendre le métro. Ouais, enfin, à force, on tousse. Si je connais quelqu'un qui tousse beaucoup à cause de l'air parisien. Et Clamakin is back, c'est pédagogique, le fameux musée. Tu devrais y aller avec tes enfants, Sam. Donc, ok, ça c'est une idée de sortie. Il est sur un quai, je sais pas trop où. Alma, je crois. Ouais, vers dans le chat. Le chat, je crois que c'est pas loin. Je crois que c'est pas loin. De l'autre côté. Voilà. Il est en face de la station de métro. La plaque bouchant l'accès à un égout s'appelle un rempart d'égout. La plaque là. En tout cas, c'est fait à Pont-et-Mousson. Oui, c'est tout. C'est sûr, c'est une usine très connue, les plaques de Pont-et-Mousson. Il n'a pas le nom de l'objet, mais il sait où ça est. Est-ce que ça s'appelle un rempart d'égout? Non, ça. Un rempart d'égout. Luciole. Moi, j'appelle ça des plaques. Une plaque d'égout. Plaque d'égout. Je dirais ça. Nous, on a peut-être le mot un peu vulgarisé. Le nom consacré, c'est un regard de chaussée. Ah, un regard de chaussée. Mais qui appelle ça un regard de chaussée? Les mecs qui font les plaques qui les font, qui les fabriquent. Ou à l'Académie française, peut-être. Mais ça, je ne l'avais pas. Regard de chaussée, c'est incroyable. Dernière, la plus savoureuse à l'heure du déjeuner. C'est l'heure du déjeuner? C'est l'heure du déjeuner. Oui, j'ai faim. Un bout de déchets tiré des égouts a été exposé au musée de Londres. Oui, mais parce qu'il nous manque du contexte. Donc moi je dis oui, mais après il va dire parce qu'en fait ce bout de déchet c'est la jambe d'Henri IV qui était là, machin. On n'a pas la. Je vois dans le chat, ils sont plutôt sur. Il a l'air de savoir de quoi on parle. Après, on peut pas savoir quel est le bout de déchet. C'est plus un indice. Après, donc c'est que c'est vrai. Voilà ma réflexion. Alors maintenant on doit deviner c'est quoi le bout de déchet si ça a l'air d'être un truc important. Très bien. Je dis oui, c'est vrai. Et à votre avis, c'est un bout de déchet de quoi? Un fossile. Mais arrête de parler des personnes âgées, sont fossiles comme ça, comme tout à l'heure ou pas? Un fossile, un truc fossilisé un peu. Non, c'est pas un fossile, c'est pas un vieux truc. C'est pas un vieux truc? Non, c'est pas un truc ancien. D'accord. Ok, c'est un truc de toute façon qui avait pas du tout vocation à être là déjà, d'après moi, s'ils l'ont mis là, mais quelqu'un avait perdu. Non. Tu vois, et que. Non. Okay. Il y a un truc d'exception, peut-être au niveau de sa taille? Ah, c'est exceptionnel au niveau de la taille, ouais. Ah oui. Ah ouais? Ouais. C'est petit ou grand? Énorme. Très grand. Ouais. C'est un bout d'un truc énorme. Un bout d'un truc énorme. Ça vous aide. Est-ce que c'est un bout de bateau? C'est pas un bout de bateau. Non, mais c'est plus gros. Ça a été exposé au musée de Londres. C'est un truc qui était long comme 3 terrains de foot. Mais ça a été trouvé où? Oh purée, dans les égouts. Oui, mais dans quels égouts? Dans les égouts de Londres. De Londres. Pas 3 terrains de foot pour un serpent. C'est vivant? Non. Ah, ça va, ça me rassure. Allez, je vous dis, en fait. Okay. En fait, c'était un bout d'un truc qu'on appelait fatberg, contraction des mots fat, graisse en anglais, et berg, iceberg. Oui. Voilà. Une boule de graisse de 130 tonnes. Ah, quelle horreur! Voilà. En fait, c'était un énorme amas de déchets graisseux dans les égouts de Londres. Pourquoi 250 mètres de long. 130 tonnes. Et c'était un amas de gras, de saloperies, de lingettes, les fameuses lingettes qu'il ne faut pas jeter, tu sais. Dans les WC, tout ça, les lingettes pour nettoyer, pour les bébés, on ne mettait pas les lingettes. Ben, ça a fait ça, voilà. Donc, ils ont envoyé toute une équipe pour détruire le truc, pour nettoyer. Ça a pris un temps fou, ça a coûté une fortune. Extrait. Et ils ont mis un petit bout dans le musée de Londres. Ouais, voilà. Les 3 mètres. Mais quelle horreur, hein? Voilà le petit bout. C'est bien. Bon appétit, ceux qui sont à table en cette heure de repas. Margot, tu as bien fait d'arriver, parce que c'est ton moment, c'est le moment de la petite presse. Jingle. Alors Margot, tu sais, un peu surprenant, mais j'ai 2 chroniqueurs qui font les chœurs depuis le début. Je ne sais pas si les entendent dans le chat. C'est important d'être polyvalent. Ils font les jingles, voilà. Donc ça m'a un peu surpris, mais en fait c'est plutôt sympa. D'ailleurs, je vais imposer ça à tous les chroniqueurs. Margot, on a parlé rapidement de ce que tu faisais comme étude tout à l'heure. Tu vas nous préciser un petit peu tout ça maintenant, et tu vas nous dire de quelle manière aussi, à la sortie de tes études, tu vas peut-être contribuer à préserver la ressource eau, toi. Alors ça commence comment ? Alors, ça commence pas par de l'eau au départ, ça commence par de l'histoire et de la science politique. D'accord. Ça commence par ma grand-mère qui m'a biberonné à ça toute jeune. Ah, trop bien. Voilà, donc toujours passionnée par la politique, l'histoire, parce que concrètement, ma grand-mère avait une vie qui était un véritable roman. Et donc, c'était des cours d'histoire en direct. Oh, trop bien. Illustrés, avec super. voilà, un peu comme une
conteuse de Père Castor. Donc voilà, ma grand-mère était intarissable et moi, je pouvais rester des heures. Donc c'est ce qui a fait naître un peu cette envie aussi de poursuivre naturellement vers de l'histoire et de la science politique. Et j'ai fait donc une licence bidisciplinaire parce que pour moi, c'était inséparable, c'était complémentaire, c'est-à-dire comprendre de ce dont on hérite pour comprendre ce qui va suivre et comment on peut faire avec la suite, comment on s'est organisé auparavant et comment on peut s'organiser ensuite. Donc, comprendre notre histoire, c'est aussi comprendre comment on est organisé aujourd'hui politiquement et comment on peut s'organiser par la suite, c'est-à-dire prendre des décisions collectives. Ce qui ne va pas être sans utilité sur les questions de l'eau. Donc voilà, c'est un bagage qui m'a permis ensuite de poursuivre sur un master en sciences politiques à la Sorbonne, à Paris. Donc voilà, c'est pour ça que je connais bien Paris, parce que au départ, cette ville m'a vu grandir. Et donc, je me suis spécialisée sur les questions écologiques. C'est pour ça que j'avais poursuivi sur la science politique. Et là, j'appuie sur pause. C'est qu'en fait, à un moment, tu bifurques vers les questions écologiques. Avant, tu pensais à une autre carrière. Tu avais déjà des projections vers d'autres. La science politique, ça peut mener à d'autres choses. Oui, c'est vrai que c'est très pluridisciplinaire. Chercheuse, enseignante. Non, j'avais jamais pensé. La transmission, c'est quelque chose d'important. Et c'est quelque chose qui va me suivre et qui fera partie, je pense, de mon parcours. Après, j'avais pas encore d'idées très arrêtées sur ce que j'allais faire. Justement, c'est des cursus qui sont assez pluridisciplinaires, voilà, qui donnent de la culture générale, qui ouvrent sur le monde et qui vous développent un esprit critique. Donc, c'est un peu un bagage de vie au-delà d'un bagage académique. Et donc, ce que j'avais pas conscientisé, c'était plus que la lutte contre le changement climatique pouvait faire partie en fait de mon parcours professionnel. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à comprendre dès lors que j'ai visé des formations qui intégraient ces questions-là, parce que petit à petit, le champ académique bouge, et donc on a des formations dans nos disciplines. À l'époque, en sciences politiques, il y en avait assez peu. Et donc, la Sorbonne avait ouvert une formation là-dessus. On était 12 étudiants en Master 2. Maintenant, ils ont démarré dès le Master 1 sur ces questions-là. Donc, on est formé aux enjeux juridiques, aux enjeux politiques, aux enjeux scientifiques que pose le changement climatique pour être après comme des couteaux suisses un peu sur les questions environnementales. À quel moment, toi, tu te dis j'ai envie de m'orienter vers les questions écologiques ? C'est venu petit à petit, c'est-à-dire que je pense que ça fait partie aussi de notre génération. Toute notre génération n'est pas touchée par ça, mais je pense que il y a une prise de conscience, même des générations qui sont au-dessus de nous. Et donc, que notre métier soit aussi en lien avec ça et trouver notre utilité à travers notre contribution à justement faire bouger les choses là-dessus. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans notre génération et qui commence aussi à éclore dans les générations d'au-dessus, qui elles-mêmes font évoluer leur métier, qu'elles ont connu totalement différemment au moment où elles sont rentrées dans le secteur. Donc après les sciences politiques, la suite de ton parcours d'étudiant, c'est... Ça a été après de voyager et donc ça a été de master de sciences de l'eau. Attends, le voyage c'est intéressant là. C'est ça qui a fait, qui a changé ma trajectoire un petit peu. Tu prends une année sabbatique. C'est-à-dire que je finis en fait mon stage de fin d'études dans les mobilités. Donc on travaillait auprès des collectivités rurales comme plus urbaines et j'avais dans l'idée de partir voyager toute seule avec mon sac à dos. Moi, j'ai eu 20 ans sous le Covid. Et donc, ça nous a un peu changé dans notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et donc, je me suis dit, j'attends pas d'être engagée dans un cursus professionnel où c'est toujours un peu plus dur de tout quitter pour partir vadrouiller. Et donc, j'ai pris mon sac. Je suis partie seule avec mon sac à dos. Donc, l'année dernière, en septembre. Et je suis partie 3 mois. Où j'ai fait une boucle d'Europe en train. Et donc, sur ce chemin, j'avais toujours été intéressée par les questions agricoles. J'ai toujours été un peu en contact avec ça. Ma grand-mère cultivait beaucoup et en plus, j'ai une partie de ma famille qui est dans l'agriculture. Mais comme tout bon Parisien qui se respecte, il doute un peu de sa légitimité aussi. Et donc, n'ayant pas fait de cursus agricole, c'est toujours quelque chose que j'avais un peu regardé de loin, même si je m'y intéressais. Et en fait, je voulais faire du woofing. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le woofing. Oui. Bon, voilà. Et on peut l'expliquer peut-être pour les gens. Oui, on va expliquer. C'est des fermes qui sont en agriculture biologique. Ça existe un petit peu partout dans le monde. C'est né, je crois, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Oui, c'était Australie. Je ne sais plus exactement lequel des deux pays. Et en fait, il en existe dans
beaucoup de pays en Europe et sur d'autres continents, ce sont des fermes en agriculture biologique qui accueillent des gens qui peuvent n'avoir aucune expérience dans le domaine agricole, comme peuvent avoir eu quelques expériences par-ci, par-là. Voilà, c'est ça, on voit l'interface. Donc, c'est une association à chaque fois, c'est associatif, c'est un peu un échange de bons procédés. C'est-à-dire qu'on arrive, on est logé, nourri, blanchi, contre quelques heures de travail. Donc, ça permet pour des gens comme moi, à ce moment-là, qui n'a aucune expérience dans le domaine agricole, de découvrir. Et je suis partie comme ça. J'ai mis le cap sur la Grèce. Je suis partie en bateau, train-bateau. On peut le faire et c'est des beaux couchers de soleil à voir. Et je suis arrivée en Grèce sur une île des Cyclades où je suis dans les vignes en biodynamie. Et c'est là que va démarrer mon déclic sur l'eau, en quelque sorte. En tout cas, c'est là que je le date a posteriori, parce que il n'avait pas plu depuis des mois. Ouais. Donc la Grèce, c'est un très beau pays. L'endroit où j'étais, c'était magnifique, c'était entouré par les eaux. Et un jour est annoncé un orage. Donc toute la journée, ça ne parlait que de ça. C'est-à-dire sur l'île, tous les paysans, tous les agriculteurs ne parlaient que de ça. Il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Parce qu'il n'avait pas plu depuis, je crois, mars-avril. Okay. Donc vous imaginez, faut compter que sur la ressource en eau qui reste. Sachant que c'est des pays qui n'ont pas non plus... voilà, là où on était, la disponibilité en eau réduit, les pluies réduisent en période hivernale. Donc, normalement, on compte sur les pluies hivernales pour la saison estivale. Et si elles n'y sont pas... voilà, c'est ça. Problème, si elles ne sont pas arrivées à temps et en quantité suffisante, ça pose un souci. Et en fait, cet orage nous est passé littéralement à côté. Ah. Il n'a pas plu. Il n'a pas plu comme ça jusqu'en novembre. Et je me suis dit, je travaille sur les questions écologiques et je ne sais même pas comment fonctionne la pluie. Je ne sais pas expliquer comment fonctionne la pluie et je me retrouve un peu désarmée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire en fait. C'est-à-dire que l'agriculture sans eau, il n'y a plus d'agriculture. Et je remonte l'Europe de l'Est toujours en train et j'arrive dans mon deuxième woofing en Allemagne, entouré de forêts, et là, il pleut tous les jours. Tous les jours, il pleut. Deux salles, deux ambiances. C'est pas possible. On est en Europe, et bien sûr qu'on a des climats différents, mais comment on peut expliquer qu'il n'y a à ce point pas de pluie là où j'étais en Grèce, et que là, en Allemagne, il pleut tous les jours. Les rivières coulent à flot. Il y a de la forêt, deux pays qui ne sont pas si éloignés que ça, finalement, à l'échelle du globe, quoi. En soi, ça peut même arriver sur des distances beaucoup moins grandes. Ah oui, bien évidemment. Par exemple, rien qu'en France. En France, il n'arrête pas de pleuvoir sur tout le territoire. Ouais. Moi, je viens d'une région, à Perpignan, où il n'a pas plu depuis des années, et tout est à sec, alors que le reste de la France est sous l'eau. Moi, je viens d'une région, la Bretagne, et on peut vous en donner si vous voulez. Oui, donnez à Perpignan. C'est la Bretagne qui garde tout. Et donc, à ton retour, c'est là que tu décides de reprendre tes études. Mon retour, je me dis... C'est ça. J'aimerais bien monter en compétences techniques, sauf que j'ai déjà fait 5 ans d'études, j'ai pas forcément prévenu mes parents que j'allais continuer ad vitam aeternam. Je me dis, est-ce que je peux monter en compétences par moi-même en trouvant, petit à petit, en m'orientant. Et puis, je me dis, j'ai repéré un master à Montpellier qui travaille justement et sur l'eau et sur l'agriculture. Donc, à chaque fois, j'ai un petit souci pour me spécialiser. J'aime bien, j'ai un souci de la pluridisciplinarité et du croisement des sujets. Et ces deux thématiques-là sont essentielles. Je repère ce master, mais étant issu de la science politique, on ne s'invente pas scientifique du jour au lendemain. Bien sûr. Donc, j'ai retravaillé quelques mois sur Paris, sur les questions de RSE dans une entreprise que je connaissais, pour me faire un petit peu aussi à d'autres sujets. Et en fait, je suis repartie. Parce que par mes lectures, j'ai commencé donc à lire sur l'eau, un peu en autodidacte, et je suis tombée notamment sur les questions d'agroforesterie. Et ça me paraissait super intéressant. Je me suis dit, mais sur les questions de l'eau, ça a une pertinence folle. Et donc, je me suis dit, je veux voir de mes propres yeux et là, tu as fait un compagnonnage. J'ai fait une forme de compagnonnage. En agroforesterie. Je l'ai appelé comme ça parce que les gens ne comprenaient pas bien ce que je faisais. Ils se disaient, éternellement, elle ne va pas travailler. C'est ça. Elle repart avec son sac à dos. C'est quoi ton prochain cycle d'études C'est ça. Le parcours est fou. Les gens, en plus, c'était une partie de mon entourage et puis les gens que j'ai pu croiser aussi sur mon chemin, de me voir voyager seule en tant que femme avec mon sac à dos, ils se disaient, attention, faites attention à chaque fois quand je repartais. Donc voilà, et je suis repartie pendant 5 mois où je voulais continuer, voir sur le terrain. Donc je suis partie, vraiment, j'ai monté tout toute seule. Donc comme quoi, on peut vraiment s'offrir aussi ces opportunités-là. Et donc, j'ai fait 2 mois en France, 1 mois en Italie et 2 mois en Grèce, dans des fermes. De nouveau via le woofing, parce que souvent, c'est des endroits isolés, donc c'est bien d'être installé, d'être sur place. Et donc, ça me permettait d'être aussi toujours en immersion. Et puis me lever, en fait, de se lever et de voir ce que c'est le travail agricole. Parce que le maraîchage, c'est par exemple des heures sur les genoux à désherber. Et ça, je vous dis, c'est le meilleur exercice d'abdos fessiers, c'est-à-dire aller à la salle de sport,
faites 3 heures de désherbage, ça amuse quand même, vraiment. C'est très physique. Et là, tout ce parcours aujourd'hui, il peut t'amener à travailler sur quel sujet, dans quel secteur, éventuellement à quel poste. Et est-ce que tu vas participer à la préservation de la quantité, la qualité de l'eau En fait, mon cursus me permet... Donc, j'ai été prise en cours de route. C'est drôle parce qu'à chaque fois que je parle d'eau, j'ai soif. C'est une catastrophe. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est naturel. Il faut s'habituer et après, on se calme sur l'eau. Mais oui, en fait, ça nous permet d'avoir un socle scientifique, c'est-à-dire qu'ils reprennent des gens, notamment, ils s'intéressent aux dossiers de gens qui sont en reconversion. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont eu un parcours scientifique auparavant, et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément eu un parcours scientifique auparavament. Donc, en fait, ça permet de faire une remise à niveau. Alors, le coût d'entrée est plus important, parce que là, vous remettez dans de la physique, des mathématiques. Voilà, les racines, les carrés et autres formules physiques. Voilà, il faut se remettre dedans. Et les racines, quand on parle d'agriculture, oui, c'est important. C'est important, exactement. Et de faire les choses joli également. Donc voilà. Donc ça permet d'avoir un socle à la fois sur les questions en hydrologie et un socle en agronomie. Et donc, le but de ces formations, c'est de nous mener ensuite à travailler donc à la gestion intégrée de l'eau dans les agro-hydrosystèmes. Okay. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais c'est l'idée d'accompagner des agriculteurs, de travailler dans des bureaux d'études, de travailler même dans des syndicats, et puis même de travailler sur les politiques. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le plus grand consommateur d'eau en France, l'agriculture. Alors, faut prendre les chiffres avec des pincettes. Oui ou non? Parce qu'il y a l'élevage avec à l'intérieur, peut-être. Alors, je ne peux pas répondre à la question par oui ou non, parce qu'en fait, il faut avoir à l'esprit que l'agriculture, c'est beaucoup d'agriculture pluviale. C'est-à-dire que c'est beaucoup de pluie. On a toujours en tête l'irrigation. Tout comme si on rentrait dans du plus subtil, il faut distinguer l'eau qui est prélevée et l'eau qui est consommée. Ouais. L'eau prélevée, le premier préleveur, en fait, c'est l'industrie. Oui. Par contre, en termes de consommation, c'est l'agriculture. Mais parce que ça vient de l'eau de pluie, en fait. Donc, c'est parce qu'en fait, il y a une question de... Quand, par exemple, l'industrie, quand elle prélève l'eau, ça va être après en circuit fermé. Alors que l'agriculture, ça va être... On parle d'eau de consommation parce que ça va être évapotranspiré, en fait. C'est-à-dire que les plantes, une fois qu'on les arrose, vu qu'elles sont faites à 70-90% d'eau, en fait, elles évapotranspirent. C'est pour ça que vous sentez... Ça repart dans le cycle... oui, c'est ça. Ça fait partie... voilà, c'est ça. En fait, je crois que c'est de l'ordre de 40% des pluies continentales qui sont liées à l'évapotranspiration. D'accord. Voilà. Donc, je t'ai interrompu, tu disais qu'en fait, toi, tu allais accompagner les agriculteurs, si j'ai bien compris, dans toute cette réflexion, c'est ça, dans cette transition. Ce serait l'objectif, c'est ça. Et en fait, ça mène à tout un tas de métiers différents, des postes différents. Le secteur évolue lui-même en même temps que nous, on apprend. Et en tout cas, moi, ce serait mon objectif, justement, d'accompagner sur ces questions-là. Et notamment sur tout ce qui est donner de la capacité au sol d'infiltrer en fait l'eau pour justement aussi réduire la consommation en eau. Donc en fait augmenter la résilience hydrique des sols. Les agriculteurs, ils sont plutôt réceptifs d'ailleurs à ces discours, je suppose, dans un pays comme la France. Oui, de toute façon, dès lors qu'il s'agit d'économiser de l'eau, bien évidemment. Et puis, en fait, on voit le contexte, c'est-à-dire que ces dernières années, on a été tous assez marqués, même en France, par les sécheresses qui sont de plus en plus fréquentes, et ensuite des périodes d'inondation, comme récemment. Donc, en fait, le changement climatique fait qu'il y a une extrémisation des phénomènes climatiques. Donc, on aura des sécheresses de plus en plus fréquentes. Et on aura... Des inondations de plus en plus fréquentes aussi. Exactement, c'est ça. J'ai une question qui pop dans le chat qui a fait... Oui, bien sûr. C'est un débat qui a fait couler beaucoup d'encre, enfin beaucoup d'eau aussi. Joli. C'est le sujet des méga-bassines. Alors, moi, j'ai lu beaucoup, en tant que journaliste, j'ai lu beaucoup de sujets sur, tu sais, les mobilisations citoyennes autour des méga-bassines. J'ai entendu des agriculteurs divisés d'ailleurs, qui n'étaient pas d'accord entre eux sur la question des méga-bassines. Toi, tu sembles bien maîtriser le sujet. La méga-bassine, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose? Quid de la méga-bassine? Quid de la méga-bassine? Peut-être pas la réponse, hein, mais... Alors, on va dire que, en fait, les méga-bassines, je pense que la question de fond qu'il faut se poser, au lieu de se dire pour ou contre, la question de fond, c'est la question du partage de l'eau. En fait, il va falloir de toute façon se reposer cette question-là. C'est-à-dire que on n'est pas là pour incriminer tel ou tel acteur. Il faut justement mettre les gens autour de la table et se poser la question de comment on partage l'eau. Parce que les agriculteurs, c'est une pièce du puzzle entier, en fait. Il y a aussi, vous et moi, les citoyens. Bien sûr. Nous aussi, on est plein de consommateurs, en fait, de cette ressource en eau. Et donc, c'est aussi à chacun de regarder et de repenser le partage de l'eau. Voilà. Je dirais que c'est plus la question de fond que posent ces méga-bassines qu'il faut se poser plutôt que de rentrer dans des considérations de pour ou contre
qui peuvent laisser de côté plein d'éléments très importants. En tout cas, il y a plein de gens dans le chat qui sont séduits par ton parcours. Voilà. Ah bon, merci beaucoup. J'ai aussi Steinmar qui nous précise qu'il pratique la danse de la pluie si besoin. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, je fais ça aussi. Toi aussi, tu fais ça? Ouais, tu fais ça. Et alors, la pluie, danse du soleil, etc. Et ça marche? Franchement, ouais. Et ça marche? Ça marche super bien. Bon, bah, tu vois, alors, en période d'épisode féminin, il vaut mieux. En Grèce, c'est Luciole qu'il t'aurait fallu. Exactement. C'est ça. Bah écoute, bravo. Et donc là, la fin de ton parcours étudiant, c'est pour bientôt? Alors là, je suis plutôt en reprise. Donc là, j'ai débuté il y a quelques mois. Donc c'est plutôt les examens semaine prochaine. Donc là, je suis repartie pour 2 ans. Donc tu es à Montpellier, hein, c'est ça? Donc je suis à Montpellier, c'est pour ça. Donc tu es gameuse, donc tu joues aux jeux vidéo. Alors non, malheureusement. Tu es streameuse. Montpellier. Alors Montpellier, non, c'est un pôle de l'eau, justement. Montpellier, c'est un pôle de l'eau? Ah oui, Montpellier, c'est un pôle de l'eau. C'est-à-dire que Montpellier, ils ont tout, pôle du stream français. Parce qu'en fait, je sais pas si il y a beaucoup de streamers à Montpellier. Avec Calron, on est basé à Pôle de l'eau aussi? Oui, c'est un pôle de l'eau. Il y a un centre UNESCO là-bas. C'est pour ça, AgroParisTech, par exemple, c'est il y a 3 établissements pour mon master. Il y a AgroParisTech, l'Institut Agro de Montpellier et l'Université de Montpellier. Et en fait, AgroParisTech a plein de campus, à 8 campus, je crois. Et en fait, son campus de l'eau, c'est à Montpellier, parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui sont sur ces sujets-là, sur les sujets de l'eau. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, voilà, au-delà d'un cadre de vie agréable. Tu vis à Montpellier? Non, mais j'y vais souvent, du coup, qu'on a le qui est là-bas. Cette ville n'a pas de défaut. Ça donne envie, si je devais quitter Paris pour aller dans une autre ville, c'est Montpellier en top 1. Voilà. À part les lignes de train où il faut être actif. Mais récemment, j'ai découvert ce que j'appelle le Vieux Montpellier, le quartier d'Écusson, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est trop mignon. C'est très beau. Très beau. Énorme shout-out à la ville de Montpellier. Ouais, moi j'ai fait mes études là-bas, c'est génial. Moi j'adore Montpellier. Un grand merci à toi. Merci à vous. C'est hyper intéressant. On te garde, tu restes avec nous. Je bouge pas. Et maintenant, je vous le demande solennellement. Oula. Et pourquoi pas? Ah. Ouais. Bon, tout le monde ne chante pas. Et pourquoi pas? C'est comme ça qu'on attire la public. Pourquoi pas? C'est la chronique de Ludo. Ludovic B, chaque semaine, dans chaque émission, nous fait découvrir un nouveau métier. On est dans les métiers de l'eau. Et quel métier de l'eau que celui de... skipper. J'ai cru qu'il avait oublié. De quoi je vous parle cette semaine? J'avais oublié, je suis un peu pris de court, je ne savais plus de quoi je parlais. Voilà, effectivement, ici on prenait la mer, c'était ma question proposée. On dit oui. Je vous emmène avec moi aujourd'hui à la découverte du métier de skipper, parce qu'il y a quelque temps, j'ai pu suivre Erwan, un skipper habitué des courses en solitaire. Alors d'ailleurs, il y a quelques jours, c'était le départ du Vendée Globe. Exactement, dimanche. Moi, c'était pas pour ça. D'ailleurs, tu vois, je dis du Vendée Globe, alors que c'est de la Vendée Globe. Non, du Vendée Globe. Du Vendée Globe, ça marche, très bien. Donc, c'est le départ du Vendée Globe, mais moi, je l'avais retrouvé pour une autre course que lui fait, c'est la Route du Rhum. J'ai retrouvé quelques jours avant la Route du Rhum de 2022. Sur le bateau, dernière qui a eu. Oui, je suis avec lui sur le bateau. Il m'a fait faire un petit tour. Alors, normalement, il est en solitaire. Là, il y avait tout un équipage. C'est normal, évidemment, c'était pour la vidéo, etc. Et donc, c'est une course à la voile, la Route du Rhum, qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. 2 salles, 2 ambiances déjà quand tu pars. C'est pas du tout le même délire. Hein. Mais bon, voilà. Et donc il l'a fait avec ce bateau qu'on voyait. C'est un trimaran de plus de 15 mètres de long. Et la Route du Rhum, pour le faire, en gros, ça prend entre 6 et 20 jours faire la traversée, en fonction de la météo, de la vitesse du bateau, du talent du skipper, etc. Et... être skipper en solitaire, eh bien, ça demande évidemment une force mentale très forte, parce qu'on est tout seul sur un bateau pendant autant de temps, mais surtout une force physique impressionnante. Je vous laisse voir l'extrait d'ailleurs, parce qu'il m'en parle. Tout est bien physique d'ailleurs, surtout elle, la grand voile. C'est une voile qui pèse 100 kg. Et ça aussi, tu la montes à la main, quoi. Voilà, ça c'est d'ici, sur le winch qui est ici. Tu viens installer une manivelle là. Et tu dois monter à 22 mètres à une pièce de 100 kg quand même. Ouais. Sachant qu'en plus, il faut que tu continues de garder le cap, tout ça. Voilà, pendant ce temps-là, tout brinque-balle parce que ta voile n'est pas installée. Toi, tu te fais un peu secouer. Le bateau, il n'aime pas ça. Il n'est pas lancé, il n'a pas sa vitesse, il n'est pas stable. Comme le dit Psyll dans le chat, course à la voile sans voile, c'est plus compliqué. J'ai essayé, je suis resté sur place. Eh bien évidemment, ça marche Attends, il bien. n'y a pas d'assistance électrique? Alors, ça dépend des bateaux, mais la plupart, non. Je connais bien. Sur les courses, en général, ils scellent le moteur avec des espèces de petits goupillons numérotés, étiquetés, voilà, et ils te scellent le truc comme ça, et ils recheckent à l'arrivée si c'est bien le même. Tu utilises le moteur. Le moteur pour avancer le bateau. Oui, ils le mettent pour des raisons de sécurité, je crois, en cas de problème, mais dans ce cas, c'est hors course, quoi. Et pour sortir du port, surtout. Et sortir du port, ouais.
Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est très physique. On est parti faire un tour en mer avec Erwan et pour le coup un équipage parce qu'il rentrait des qualifs de la route du Rhum la veille, il était cassé, etc. Et donc Erwan, il m'a mis au défi de hisser la grande voile justement. Ah, la fameuse. Alors, je vous laisse voir le résultat. La GV pour les la GV, bien sûr, la GV. Et j'étais pas tout seul à le faire. Et déjà, et la très grande voile, c'est la TGV. Excusez-moi. Let's go. Je vous laisse voir ça. Hein. Voilà. Ça fait les bras. Hein. Ouais. Oh la vache. Encore on est deux. Ah, ça a l'air épuisant. Allez, Ludo. Et il m'a fait le winch aussi. Oui. Et toi, tu fais ça tout seul. Ouais. Et parfois dans la tempête en plus. Ouais. Je sais pas comment tu fais. Ouais. Ouais, il répond que ouais. Oh putain, je suis mort. Ouais. Oh, je suis mort. C'est fou. Ouais, tout le temps. Donc voilà, c'est faire ça tout seul en pleine mer, c'est un autre délire. Hein. Surtout que la mer peut être dangereuse, peut être impitoyable. Et je lui ai demandé quelle était la pire avarie qu'il ait pu connaître en 22 transatlantiques. Déjà, le gars en a fait pas mal. Mais je vous laisse écouter sa pire avarie qu'il ait vécue. La pire avarie que tu as pu connaître, toi, sur Dématé, le mât qui tombe. Ah vraiment? Ah ouais, tu peux plus rien faire, quoi. Ah non, là, c'est la catastrophe. Ouais. En pleine tempête ou? Non, dans un creux de vague, à la route du Rhum, il y a 4 ans, à 6 mois du départ. Et là, dans un creux de vague, je suis à la barre, tranquille, j'entends un crack énorme. Et je vois tout ça, à la même hauteur, paf, partir sur le côté du bateau, écraser ma coque, parce que tu vois le poids d'un mât comme ça. Dès qu'il tombe sur une coque, il détruit ta coque, il peut détruire ton bateau en fait. Donc il faut larguer le mât au plus vite, couper les câbles, sortir les scies. Là j'avais les doigts en sang, je me suis coupé partout. Et donc couper tous les câbles au plus vite pour sauver ton bateau et laisser partir le mât. C'est un métier de fou dont tu nous parles là. Alors, c'est pour ça. C'est-à-dire que donc, physiquement, c'est une folie, c'est dangereux. Mentalement, tu te retrouves tout seul quand même au milieu de l'océan Atlantique. C'est hyper flippant. Et donc, moi, la grande question quand même que je me suis posée tout au long de cette journée, c'est pourquoi il s'inflige ça? Pourquoi il va jusque-là? Parce que moi, faire une sortie en mer chill, c'est très cool. Ouais. Ok, je suis hyper chaud, au bord des côtes, tout ça, très bien. Mais pourquoi vouloir traverser l'Atlantique seul, au milieu de rien, livré à toi-même? Moi, ça pourrait être une de mes plus grandes angoisses, tu vois. Eh bien, c'est au final Erwan qui me donne la meilleure des réponses. Incroyable, cette liberté-là, de pouvoir aller glisser sur la mer, aller dans la direction que tu veux, admire, regarde ce bruit, cette douceur. Regarde-moi ça, moi je suis complètement amoureux de mon bateau, quoi. C'est la plus grande chance du monde d'être skipper en solitaire dans un bateau comme ça. Mais d'un autre côté, le solitaire, justement, c'est pas c'est un luxe, difficile. C'est un luxe absolu. Ah ouais. C'est le rêve absolu. Chaque sensation, chaque mouvement du bateau, chaque bruit. La passion, tout simplement. On sent. Voilà, c'est des gens. Alors, ce qui a besoin de s'infliger tout ça, il y a chaque SPUC qui s'interroge. La route du Rhum, c'est tous les samedis soirs pour moi et personne ne vient m'interviewer. Tout à fait, bravo. Pas mal, pas mal, celle-là. Je te mets la note. Mais effectivement, c'est la passion d'être seul face à l'immensité de l'océan, faire corps avec lui, la passion du défi aussi. Et c'est vrai que quand j'écoute Erwan parler, comme ça, de la mer, de sa passion-là, ça me donne envie de prendre un petit bateau, quoi, et let's go, direction les Caraïbes. En optimiste. Allez. Il faut être optimiste. Violette l'a fait, la plus jeune du Vendée Globe, Violette. Un de ses premiers défis qu'elle a fait, c'est la traverser la Manche en optimiste. Elle a pris le petit optimiste. Ouais, le petit optimiste. Elle a traversé la Manche avec. Ça lui a pris, je crois, 2 jours, un truc comme ça. Ça s'appelle optimiste comme ça, parce que pour faire des traversées, il faut être optimiste. Une fois avec des copains, on a voulu faire Quiberon-Carnac. Et tu la vois écoper, tu vois. Ce qui est pas long. C'est pas long, Quiberon-Carnac. C'est pas long. On s'est pris un hélicoptère au-dessus de nos têtes. Bon, c'est aussi parce qu'on avait un copain qui était dans un bateau gonflable 20 mètres de derrière qu'on tirait avec une corde. Oui, et aussi parce qu'il y avait un macabé dans un coffre. Non, je crois qu'on était 3 dans l'optimiste, plus un mec qu'on tirait, et à un moment, les gars sont venus nous dire, bon, vous êtes sûr de vous, là, sur ce coup-là? Donc on a broussé le chemin. C'est calme, le golfe du Morbihan, quand même. Pas ce jour-là, en plus. Ouais. On avait tout faux, en fait. C'est ça, c'était du bon jour, du bon moment. La jeunesse. Ah, oui, c'était évidemment dans tout ce que tu as fait dans ta jeunesse. La Bretagne. Mais... Ils auront la rêve dans le chat. Bref, mais du coup, voilà, tout ça, évidemment, ça me donne envie. Quand je l'entends parler, je trouve ça hyper intéressant. Mais perso, j'ai un gros problème, c'est que moi, je suis un gros dormeur. C'est-à-dire que j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit, ce qui n'est pas ton cas, je sais pas vous d'ailleurs, mais moi, je suis un très gros dormeur. Les skippers, ils dorment très peu. Et effectivement, sur une transatlantique en solitaire,
c'est pas possible de dormir 8 heures. On l'écoute d'ailleurs, il en parle du sommeil. C'est bien ça. Le sommeil, c'est maximum 1 heure, jamais plus. Parce qu'en 1 heure, t'as vu la vitesse qu'on fait tout à l'heure ? Oui. En 1 heure, tu fais 30 km. Donc si tu ne surveilles pas au-delà de 30 km les bateaux, routes collision, bateaux de pêche, cargo, oscillation de vent, etc., tu te retrouves dans un autre monde tous les 30 km. Complètement, oui. Pour arriver à se réveiller au bout d'1 heure, quoi. C'est obligatoire. Tu fais pas de course au large en solitaire si tu dors plus d'1 heure, parce que là c'est un danger pour la navigation en général. Voilà, moi j'ai trouvé la bonne solution pour pas dépasser 1 heure. J'ai 2 minuteurs de cuisson que je remonte à 60 minutes. Je m'en mets un sur chaque sein, comme ça, tu vois. Sur chaque téton, j'en ai un de chaque comme ça. Et là, le poulet est grillé, il faut le sortir du four. Exactement. Voilà, c'est drôle, c'est très technique originale. C'est très drôle. 60 minutes, donc plus d'1 heure. Waouh, c'est impressionnant. Oui, donc moi c'est impossible, vraiment. Je ne sais pas comment font ces gens. Encore une fois, avec tout ce qu'on a vu, l'aspect physique, le manque de sommeil, le fait d'être seul, voilà. Et en plus de ça, il y a un dernier frein quand même, qui est l'aspect financier. Parce que avoir un bateau comme ça, ça coûte une blinde, c'est extrêmement cher, et puis il n'y a pas que le bateau. Erwan a toute une équipe pour préparer le bateau, préparer aussi Erwan, c'est-à-dire l'entraîner, suivre sa position pendant la course, bref, tout ça. Il y a besoin d'une écurie. Et d'ailleurs, tu nous confirmes, parce que tu as pu voir ça de près aussi. C'est ça, et pour donner un peu un ordre d'idée aux gens, parce qu'on aime bien les chiffres, un des bateaux les moins chers, entre guillemets, du Vendée Globe, on est sur 900 000 €. Super. C'est le moins cher qu'on puisse avoir en termes de... On est toujours sur plusieurs millions, voilà, pour donner vraiment un ordre d'idée aux gens. Et ça dépend évidemment de l'équipement, de l'ancienneté du bateau. Parfois, il y en a des neufs, il y en a qui en ont fait plusieurs. Il y a du matériel, il y a selon la personne qui est là, etc. Il y a plein de petits éléments qui rentrent en compte. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça la Formule 1 des mers sur ce sujet-là. Toi, Luciole, tu navigues, toi, Luciole. C'est ça, ouais. Mais tu navigues parfois seul aussi. Enfin, je veux dire, ça j'ai jamais fait seul. Moi, je suis toujours avec un équipage. Et nous, on fait de l'expédition scientifique, donc pas de la course. Oui, d'accord. Alors, on a les mêmes contraintes. Nous, on est plutôt sur 2 heures de sommeil à peu près. Ah oui. Sur les rythmes, sur les quarts de nuit. Parfois, quand on a de la chance, on a des bons trucs, on arrive à avoir 4 heures de sommeil. Alors, pourquoi toujours pour veiller au grain, c'est ça, toujours pour pouvoir... Ouais, pour se relayer sur la navigation. Ce qu'on appelle prendre l'écart, en fait. C'est quart de nuit, ouais. Voilà. J'ai l'impression que Margot navigue aussi, parce que tout à l'heure, tu semblais... Tu navigues un peu ? Non, je navigue pas, mais par contre, je connais bien le coin de Quiberon-Carnac. C'est pour ça, oui. D'accord, ok. Tout s'explique. Des étés, donc je vois très bien la navigation. C'est mon berceau, il faut qu'on parle de ça. Moi, j'ai passé des années, j'ai fait plein de bêtises là-bas. Stop, hop, on passe à autre chose. Mais donc, pour résumer, skipper en solitaire, c'est un métier qui est réservé à une élite quand même, pour que ce soit pour arriver à avoir les capacités de le faire, l'aspect financier, tout ça. Même si c'est pas vraiment un métier au final, parce que on peut pas en vivre à plein temps. Donc même Erwan a un autre métier à côté. Les grands champions, bien sûr, il a un autre métier à côté entre les courses. Ah ouais. Ah non, c'est pas possible. Déjà, c'est tous les 4 ans. Moi, j'apprends quelque chose. Enfin, je pensais qu'à ce niveau-là, les gars en vivaient, quoi. Non. Et même les grands navigateurs, Tabarly, etc., soit ils faisaient des livres, soit médiatiquement, ils étaient aussi payés pour ça. Mais être skipper en solitaire, ça permet pas d'en faire un métier. Parce que souvent, Ludovic, il pose la question aux gens combien on gagne. Là, il n'y a pas de réponse. Là. Et non, il n'y a pas de réponse. Mais tu es rémunéré selon les courses. Vendée Globe, tu es rémunéré parce que 3 mois d'immobilisation professionnelle, ça se fait pas comme ça. Ouais. Mais bon, le problème, c'est tout le reste du temps, comment gagner sa vie avec ce métier, c'est toujours très compliqué. Mais après, il y a tout un tas d'autres métiers en mer qui sont plus facilement accessibles si jamais c'est un domaine qui vous intéresse. Voilà. C'est un truc de passion, quoi. De toute façon, on l'a vu avec l'interlocuteur. Là, quand il en parle, on sent qu'il est transporté. Si t'es pas passionné, je pense que c'est impossible. C'est super, Ludo. Mais c'était hyper intéressant. Voilà. Merci, Ludo. On a des invités dans cette émission. On a notamment un invité mystère que nous accueillons maintenant. Attention. Bonjour Adrien. MVP. Ça va ? Bonjour. Ça va, merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous connaissez le prénom d'Adrien, vous ne connaissez pas son métier, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Moi j'ai l'indice. Luciole a un indice, elle est la seule parce qu'elle a gagné un petit jeu tout à l'heure, Adrien, donc elle a un petit indice. Je pense l'avoir. Et celui ou celle qui gagne aura sa tête là-bas. Voilà. Rappelons que Ludovic n'a jamais gagné ce jeu. Voilà. On a lancé cette émission en septembre. Je briserai le score un jour. Vous avez le droit à des questions. À notre invité pour essayer de deviner. Est-ce que je monte un premier indice maintenant ou pas ? Non, j'attends un petit peu. Alors, une question qui coule de source. Est-ce que c'est un métier à rapport avec l'eau ? Tout à fait.
Très bonne question. Très bon jeu de mots aussi. Oui. Je me permets, en fait, je suis quasiment sûre de l'avoir. Merci beaucoup. Alors, mais du coup, est-ce que j'attends un petit peu avant de... Tu vois, alors je suis quasiment sûre de l'avoir. Par contre, j'ai pas la nomination correcte. Tu penses avoir déjà le... Je pense l'avoir. Bah, tente-le. Clutch. Je tente, mais non, qui joue un petit peu. Clutch, non, vas-y. Alors, je pense pas avoir la bonne dénomination, et ça se trouve, je dis n'importe quoi depuis le début, mais c'est un truc genre hydrogéologue. Genre, tu vois ce que je veux... Genre, non. De l'eau dans les carrières ou dans la pierre. Tu as perdu. Non plus. Tu as perdu. Le clutch qui passe pas. Adrien, rapproche un peu du micro, c'est des micros un peu de radio, t'inquiète. Donc c'est totalement faux. C'est un flop. Totalement, c'est un flop. Voilà, en direct. Mais c'est bien tenté. Voilà. Non, mais c'est bien tenté de vouloir dès le début comme ça. Ça m'arrangeait pas trop. Voilà, oui. Puis le terme existe. Enfin, hydrogéologue, ça existe ? Oui, ça existe. Ouais. Bon, j'étais pas non plus trop à côté. Une question pour essayer de découvrir le métier de notre invité. Savoir déjà, est-ce que c'est de l'eau... vous occupez de l'eau en surface ou de l'eau souterraine ? Ou aucun des deux. On rebondit un peu sur... Un peu les deux, non ? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Indice. Ok. Attention, valise. Ouais. C'est mon salaire ? Non. C'est gentil, je suis enfin payé. En cash. Merci. C'est vrai que ça fait trop valise de gangster. Fallait pas, c'est trop gentil. C'est le genre de valise. Oui, bien sûr. Je vérifierai. Attention. Les billets sont pas... sont pas numérotés. Oui, ils sont pas numérotés, parfait, très bien. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un sacré indice. C'est une caméra thermique, un truc. Ça. Égoutier. On en revient au même. On dirait un truc sur de la pression. Oui, c'est en barre, donc c'est de la pression. Ouais, c'est ça, voilà. Ou en poisson, sinon, nombre de poissons. Sous-marin. Non plus. Non. Je range ma valise, mais je garde mon indice. Alors c'est un rapport avec la mer. Le chat cherche. Attends, eau douce ou eau salée ? On est eau douce. Très bonne question. Eau douce. Eh ben, ce qui amène l'eau aux gens chez eux, quoi. Inspecteur des canalisations urbaines. Non. J'aime bien parce que vous ne me trouvez pas pour l'instant. Est-ce que c'est en lien avec de la plomberie, enfin vraiment du... Oui, c'est en lien avec la plomberie. Ouais. Est-ce que tu nous partagerais pas ton indice, Luciole, maintenant que tu n'en as plus rien à faire ? Bah ouais, mais du coup, je le trouve trop bizarre. C'était Pierre. Pierre qui ? Pierre, de la pierre. Ok. Pierre. Donc c'est un rapport avec la plomberie. Je vais vous montrer un deuxième indice. Margot, tu veux poser une question avant que je montre le deuxième indice ou pas ? Oui, mais j'allais demander si ça avait un rapport avec le traitement des eaux. Pas du tout. Non. Pas du tout. Okay. Je vous montre l'indice qui va bien vous mettre sur la voie, par contre. Plomberie. Ça, c'est moi, ça. Oui. C'est derrière. Les fontaines. Voilà. Là, on voit. Voilà. L'alimentation des fontaines. Stop. Non, si. Fontainier. C'est fontainier. Attendez. Mais tu vas être l'employé MVP de la semaine ou quoi ? Fontainier. Exactement. Tu vas avoir ma tête là-bas. Adrien est fontainier. Voilà. Alors fontainier est précisément où ? Alors, je suis fontainier au château de Versailles. S'il vous plaît. La classe. Voilà, la classe. Alors, donc on ouvre les on ouvre. Adrien va nous expliquer justement qu'est-ce que fait un fontainier. Génial. Alors, on entretient et on restaure le réseau hydraulique du château de Versailles et de qui doit être énorme. Qui doit être énorme. Oui, il est énorme. Oui. Il y a 35 km de canalisation. Voilà. Ah ouais. Oui. En fait, c'est un gruyère en dessous. Alors, c'est différentes époques. On va avoir du napoléonien, on va avoir du Louis XIV, du Louis XVI, et du récent, on va avoir en 1930, 1950 aussi. Et alors, je suppose qu'il y a une partie de l'année où c'est coupé. Ah oui, en fait, on met en vidange hors gel, donc, parce qu'on est en réseau gravitaire et brut, donc on met hors gel l'hiver. C'est ça. La partie, en fait, entre novembre et février. Donc là, on est en train ça va fermer, là. Bah là, c'est fermé déjà. Ça y est. Les grandes eaux sont terminées depuis le dernier week-end d'octobre. Ah non, mais c'est cool, ça veut dire que pendant quelques mois, t'es Adrien en mode un peu... Non, je dirais pas ça. Novembre, mars... Ouais, tu fais quoi du coup pendant cette période En fait, pendant cette période-là, justement, en fait, on entretient les réseaux qu'on ne peut pas entretenir car ils sont en eau. D'accord. Voilà. Mais par contre, tu as parlé de réseau gravitaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire les fontaines, il n'y a aucune électricité, aucune pompe. Alors en fait, c'est un réseau gravitaire en circuit fermé. Donc c'est-à-dire que vous avez des réservoirs supérieurs. L'eau descend des réservoirs supérieurs aux premières fontaines, qui, elles, alimentent les fontaines en dessous, jusqu'aux dernières fontaines. Ça arrive au niveau du canal, tout à l'heure on voyait l'image, au niveau du canal, et au niveau du canal, elles sont repompées pour remonter sur le réservoir principal. Gravitaire, parce que je n'osais pas poser la question, parce que gravité, quoi. C'est pour ça que c'est ça. Donc tout à fait. Si ça fait des trucs, ça monte et ça fait des jets magnifiques, mais en fait, elle n'est pas propulsée, c'est juste la gravité qui fait ça. En fait, c'est l'électricité, quoi. C'est le diamètre des conduites et le degré de pente et la réduction du diamètre pour arriver à la fontaine qui donne sa puissance. Je vais faire tellement mon savant la prochaine fois que je vais Versailles.
clair. Ça, vous voyez, ça, il n'y a pas de pompe. Ça, c'est gravitaire. Ça, et à 35 km de canalisation, Adrien, combien de personnes pour s'occuper de tout ça? Alors, on est 8. Ah bah ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail j'avais Framboise, qui est une habituée du chat et modératrice, qui disait mais ça existe ce métier. Et alors comment on devient vous êtes combien fontainier? Donc 8 en tout, 8 fontainiers en France. Et ensuite, en fait, c'est par hasard en fait que je suis devenu fontainier. J'ai habité à la Celle-Saint-Cloud, donc une ville très proche de Versailles. Et j'ai fait des études de pisciculture, donc l'éleveur de poissons. Oui. Et j'ai fini mes études, il n'y avait pas de boulot dans ma branche, et donc du coup j'ai croisé une copine dans un bus un jour qui m'a dit pourquoi tu postules pas au château de Versailles, il y a des bassins et il y a des poissons dedans. Voilà. Après tout, logique mais du bon sens. Voilà. Et du coup j'ai postulé, il y avait un poste d'emploi jeune à l'époque sous l'ère Jospin, et du coup je suis rentré comme ça. Mais c'est génial, trop marrant. Et alors quelle qualité ça demande? Je suis en train de me transformer en Ludovic, tu sais. C'est pas mal, quelle qualité ça demande? En fait nous on recrute mais par passion. En fait c'est juste un intérêt. En fait, on a aussi bien des profils comme moi, donc pisciculteur. On a serveur à Londres pendant X années, qui est arrivé en région parisienne et qui a besoin de travailler, mais qui avait la passion du boulot. Et donc, on l'a pris. On a des plombiers. Est-ce qu'on est entre la plomberie et le patrimoine, là, finalement? En fait, on est un peu entre plomberie et chaudronnerie. D'accord. Parce que c'est le travail du métal et c'est de la plomberie de base. Certains posent la question, quel rapport avec l'indice Pierre? C'était une pierre, tu envoyais de la pierre, c'est ça? Pierre Fontaine. La pierre, je suis d'accord, c'était non, mais les indices, cette émission. Plutôt en termes de prénom, tu aurais dû mettre Jean. Jean super dur. Jean de la Fontaine, fab. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des pièces dans les fontaines? Et si oui, vous en faites quoi? Ah oui, alors on en a beaucoup moins depuis que c'est passé à l'euro. Ouais. Voilà. On va pas se mentir. Le vœu coûte beaucoup plus cher. À l'époque, en fait, on les récupérait et on se faisait un resto toutes les semaines. Oh, trop bien. Trop bien. J'allais dire, vous en servez un peu comme tips, comme pour boire d'une certaine manière. Oui, c'est ça. En fait, on s'en servait pour manger. C'est une histoire de porte-bonheur, c'est ça? Oui, en fait, le principe, c'est de jeter une flèche. Surtout à Versailles, il doit y avoir des touristes, etc. C'est un peu comme les fontaines. Ah oui, il y a un paquet, mais comme je disais, ils jettent beaucoup moins qu'avant. C'est ça. C'est normal. Et est-ce que du coup, pour boucler la boucle avec la pisciculture, est-ce qu'il y a des poissons? Il y a des poissons? Oui, il y a des poissons. Et du coup, le fait d'avoir été pisciculteur, on avait des soucis en fait pour d'algues. Et en fait, maintenant, j'ai donné une solution, c'était en fait de mettre des carpes amour. En fait, c'est des carpes chinoises qui sont herbivores. Du coup, on s'est débarrassé des algues par elles. Et en termes de température, pour l'été, vous les... Alors, la température l'été, les bassins montent... Pardon, l'hiver. L'hiver, on va être sur une température qui est proche des gelées, parce qu'elle gèle en surface. Après, ça gèle pas sur beaucoup d'épaisseur. En plus, on n'a plus vraiment d'hiver, comme on n'a plus vraiment d'hiver comme avant. Et il y a une partie du réseau qui date encore de l'époque de construction? Ah oui, de Louis XIV, oui. Ah oui? Oui, sous la tonne, vous avez même les conduites qui sont estampillées avec une fleur de lys pour montrer la possession du roi. Incroyable. C'est une folie, ça. Du coup, pendant les Jeux Olympiques aussi, il y a eu des épreuves à Versailles. Tu as pu voir ça aussi de l'intérieur quand tu ouvrais les... Non, parce que c'était à l'extérieur et que c'était une zone très surveillée. On n'avait pas accès en fait à cette zone-là. D'accord, ok. Voilà. Même toi. Incroyable. Il y en a qui sont encore sous le choc. Il y a Scare You, What the fuck, ma pièce de chance qui est partie dans un resto. T'avais qu'à pas l'acheter, j'ai envie de te dire. Normalement, c'est la tienne. Ça a beaucoup inspiré. Il y a Tom 855. Tu jettes une pièce en faisant le vœu que les fontainiers vont bien manger ce midi. Exactement. Mais j'allais dire maintenant. Moi, ça me donne plus envie de jeter des pièces maintenant. Faut plus voir ça comme un vœu, mais comme un tips, un pourboire pour les fontainiers. Ça dépend où. Parce que je crois que la fontaine de Trévis, c'est. Fontaine de Trévis, c'est pour une association. Voilà, les associations, qui est pour manger, puisque c'est une association pour les... là, c'est l'association des restaurateurs des fontainiers. Exactement. Comme asso. Ludovic, je ne sais pas si tu te rends compte, pour la première fois depuis le lancement de cette émission, tu as gagné ce jeu. Je n'en reviens pas. Incroyable. Voilà. Tu as vaincu ce signe indien. Je n'en reviens pas. On doit être à quoi, 5-6 émissions? Ouais. Et donc tu vas pouvoir poser, prendre la pause pour faire ton portrait. Attends, il faut qu'elle soit bien. Time to shine. Et dans 15 jours, ce sera... Ce sera pas la dernière quand même. Ça va être bien ça. Tête de gagnant. Super. Bravo. Time to shine.
Écoutez, un grand merci à tous les 4. Merci Adrien d'être venu. C'était un plaisir. Moi, je me suis régalé. J'ai appris plein de choses. Voilà. Il faudra qu'on reparle du Morbihan et de Quiberon-et-Carnave. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas la fin de cette émission puisqu'on a notre invité Henri Tran qui va nous rejoindre dans un instant, qui est un créateur de contenu, qui est un streamer, qui est un youtubeur. Alors, il a un parcours intéressant. Pourquoi on l'invite, Henri Tran? Pas parce que c'est un streamer, mais parce que lui-même se dit qu'il a été un cancre à l'école. C'était un cancre au lycée, notamment. Ses profs lui disaient « mais tu n'auras jamais ton bac, Henri ». Et puis à un moment, il s'est réveillé, il a fait des études supérieures brillantes, il a commencé à bosser beaucoup, puis après, il ne s'est jamais arrêté. Et puis aujourd'hui, il a rencontré le succès dans le domaine qui est le sien. Comment on passe de cancre à étudiant brillant? Comment on se motive? Quel moteur de tout ça? C'est une des questions qu'on va poser à Henri dans un instant. Attendez, j'ai l'agenda aussi, c'est important. Juste avant de retrouver Henri, l'agenda des métiers, l'agenda pro, c'est plein de dates de salons pro pour les étudiants à venir près de chez vous, puisqu'on est dans une émission qui réfléchit à ce que vous pourriez faire plus tard ou demain si vous voulez changer de voie. En voici quelques-uns. Le salon L'Aventure des métiers, Paris Porte de Versailles. On parlait du château. Du 15 au 17 novembre, plein de stands, plein de formations différentes, présence également de professionnels pour vous aider à vous y retrouver. Salon L'Aventure des métiers, Porte de Versailles. Salon des études supérieures, 16 novembre, c'est vraiment littéralement dans quelques jours. On est le combien? On est le... Pas loin, 12. Ouais, c'est ça, c'est dans 3 jours. Ouais. Donc, c'est ce samedi. Toulon, Chambéry, Montpellier, Pau, Rouen, Tours et Valence. Ouais. Sommet de l'inclusion économique. Alors ça, c'est un salon qui est organisé par la Fondation Mosaïque, qui agit pour l'inclusion. C'est les 25 et 26 novembre. C'est la 4e édition de ce sommet de l'inclusion économique. Au programme, vous avez des tables rondes sur les sujets comme la diversité, comme l'inclusion, des rencontres avec des dirigeants d'entreprise et même des entretiens de recrutement sur place. Donc peut-être que vous trouverez votre voie. Le 25 novembre à Bercy, le 26 novembre, vous parlez de la Porte Dorée. Et puis enfin, le salon Studirama Alternance et Apprentissage, Paris Event Center, le 23 novembre. C'est intéressant parce que notre prochaine émission, dans 15 jours, on parlera notamment d'alternance. Et ça, c'est un sujet hyper important. Merci Veolia d'avoir accompagné cette émission. Merci à vous 4. Ludovic, on se retrouve dans 15 jours. Oui, moi je serai toujours là. Il y a du bar, j'ai envie de vous dire.